Bienvenue à toutes et à tous, entrez dans notre taverne du gamer. Je suis Sid, accompagné de l'illustre Kira. Comment vas-tu aujourd'hui ? Bonjour, eh bien ça va très bien. Alors, est-ce que tu peux nous dire à quelle sauce on sera mangé aujourd'hui pour ce nouveau podcast ? Mais bien sûr, alors donc on va commencer par des news. Donc on parlera de rachat, du Disney Marvel Showcase, des 15 ans de Assassin's Creed ou de Call of Duty par exemple. Ensuite on parlera de plusieurs jeux vidéo, donc de Stray, ton test, et de Kona, donc le mien. Il y aura pour finir un conseil film et on parlera des Anneaux du Pouvoir, la série Seigneur des Anneaux. Eh bien écoute, un beau programme en perspective, on espère qu'il vous plaira. Avant d'attaquer, je vous le rappelle, mais on a nos réseaux sociaux. Suivez-nous sur la page Facebook que Kira alimente quotidiennement et qu'il anime avec brio. Et sur la page Twitter aussi, évidemment, vous pouvez nous suivre. Et on poste des actus au compte-gouttes. Et surtout, ça nous permettrait de récupérer, comme on avait fait la dernière fois, les news que vous voulez qu'on pousse, vos avis, etc. Enfin, on écoute vraiment tous vos avis, on y est friand. Et en attendant, on lance d'abord le générique. Alors, donc pour cette première news, on va parler du rachat d'Activision Blizzard, mais surtout de Call of Duty. Donc Call of Duty restera sur PlayStation encore 3 ans, donc c'est le deal qui vient d'être signé entre Sony et Microsoft. Donc pour rassurer Sony, en fait, Phil Spencer avait envoyé un courrier ainsi qu'un contrat signé indiquant que Microsoft respecterait les engagements pris par Activision et par PlayStation. Le contrat était donc encore valable 2 ans, jusqu'en 2024, et donc sera prolongé jusqu'en 2025. Au sujet de Call of Duty, en stipulant même qu'il pourrait courir encore des années supplémentaires en fin de l'année de l'accord en vigueur, bien sûr. On pensait que cette main tendue vers Sony allait calmer le jeu. Jim Ryan s'est toutefois exprimé dans la presse pour signifier que l'accord proposé n'est pas celui attendu et qu'il reste même assez inacceptable, car Call of Duty et Sony restent deux partenaires assez historiques, on va dire, pour la licence. Après, quand j'ai vu la news, je pense que Jim Ryan, tu vois, est dans son rôle, mais comme les gars des concurrents, je sais plus comment on dit, au Royaume-Uni, commencent un peu à faire vaciller l'accord Activision, je pense que Jim Ryan a vu une brèche et il essaie de s'y engouffrer. Bien que pour moi le deal est quand même solide, donc il y a peu de chances que ça capote. Mais après 3 ans après le deal, ça me semblait être, moi quand j'ai vu ça, un engagement assez sérieux quand même. Et comme tu le dis, après ces 3 ans, rien ne nous dit que tu vois ça va pas continuer et les jeux sortiront quand même sur plateforme Sony. Donc à mon sens, Jim Ryan est assez dans son rôle. Mais bon, moi je le porte pas trop dans mon cœur, donc voilà, j'essaie de me mesurer sur ce sujet-là. Mais je sais pas, moi je trouve que c'est un bon deal. Je sais pas ce que t'en penses toi, mais oui, puis encore une fois, ça serait dans l'intérêt de Microsoft de le sortir sur toutes les consoles en fait, déjà pour rentabiliser la transaction, quoi. Donc je pense que c'est plus une manière de faire de la com et de justifier en fait de la combativité de Sony envers ses joueurs, en fait, pour dire vous voyez, on fait tout pour garder cette licence que vous affectionnez tant, quoi. Ouais, c'est possible, ça peut être un coup de com'. À voir si ça se retourne pas contre Jim Ryan, parce que pareil, il est pas très apprécié des fans. Mais ouais, je pense comme c'est toi. C'est un peu un bourrin, hein, quand même. Bah des fois il dit rien et des fois il fait des sorties un peu vénères. Ouais. Il est vraiment étonnant d'un point de vue communication. Le Donald Trump de la com de Sony. De Sony, t'imagines. Soyons pour la prochaine news dans quelque chose d'un peu plus concret avec le rachat de Quantic Dream. Donc je sais que toi tu tiens tout particulièrement Quantic Dream dans ton cœur. Oui, c'est vrai. Donc là on va parler de rachat, mais en même temps on va être rassurant. Enfin, c'est ce que les boss de Quantic Dream ont dit. Donc le studio français s'est fait racheter. Quantic Dream, on connaît avec Heavy Rain, avec Detroit Become Human. Enfin, ces jeux narratifs qui ont très très bien marché, qui ont une grosse cote de popularité. Et donc ce studio s'est fait racheter. Il s'est fait racheter par NetEase Games, donc une entreprise chinoise, encore une fois, qu'on connaît assez peu, mais qu'on connaît au travers du jeu mobile Diablo
Diablo, du Seigneur des Anneaux, Appel aux armes aussi, que je connais assez peu, un jeu mobile, et un gros jeu là qu'ils essaient de sortir, enfin qui vont sortir pour concurrencer Ghost of Tsushima, qui est Where Winds Meet. Je sais pas si tu l'as vu un petit peu, mais ça va se passer dans la Chine féodale, un peu à la Ghost of Tsushima, mais en mode un peu plus dynamique, à la Tigre et Dragon. Non, c'est quoi le... Non, pas Tigre et Dragon. C'est quoi le film, tu sais, où les gars ils montent sur les toits, enfin ils vont dans tous les sens un peu chinois. Enfin, je sais pas c'est si bien Tigre et Dragon. Ouais, c'était ça. Tu vois, un jeu un peu dans ce délire-là. Donc le rachat s'est fait, on n'a pas la somme encore, donc peut-être que le jour où on sortira le podcast, on connaîtra le montant. Mais ce qu'on peut dire, c'est ce qui fait partie du deal, c'est que l'entreprise reste complètement indépendante et autonome dans ses choix. Donc on sait qu'il y a le Star Wars qui arrive là, on sait qu'ils ont pas mal de sujets, et en tout cas l'engagement pris, c'est qu'ils restent quand même vraiment autonomes d'un point de vue décision. Donc c'est en ça que j'ai envie de dire, c'est rassurant. C'est triste parce qu'il y a un studio français qui perd, qui rentre sous le giron chinois, mais moi ça m'a rassuré quand j'ai vu que l'engagement a été pris de rester autonome. Qu'est-ce que t'en dis toi ? Moi, je suis. Alors, oui, ça me fait chier aussi. C'est vrai que la Chine, entre guillemets, s'infiltre partout dans l'univers du jeu vidéo. Après, j'essaie de voir le côté positif, c'est que ça va être une manne financière très importante. Parce que c'est vrai que Quantic Dream étant redevenu indépendant après le deal avec Sony, en fait, ils n'ont plus les fonds qu'ils avaient avant, tout simplement. Et c'est vrai qu'il a bien fallu trouver des capitaux, et je pense que c'est peut-être une très bonne solution. Après, c'est vrai que les jeux mobiles que tu as nommés tout à l'heure sont malheureusement pas des chefs-d'œuvre ou des pépites, mais bon, si Quantic Dream reste indépendant et surtout gardent leur propre identité, c'est-à-dire l'identité française, oui, là clairement ça peut être que du positif, quoi. Ouais. Et le Star Wars, ça te branche ou pas ? Star Wars Eclipse, je crois, ou quelque chose comme ça. Ça te branche ? Alors oui, tout à fait. C'est quand j'ai entendu cette annonce-là, si c'est dans la lignée d'un Détroit, c'est Day One pour moi dans l'univers de Star Wars. C'est tout à fait vraiment ce que je recherchais. En plus, sachant que Disney ne va pas être à la manette aux manettes au scénario, pour moi, c'est un gros plus également. Donc, on va dire que c'est le projet Star Wars que j'attends le plus pour le moment. Bon, si c'est bien, je compte sur toi pour me le vendre, comme tu l'as fait pour tous les jeux de Quantic Dreams. Enfin, pas tous d'ailleurs, mais la plupart. En tout cas, ça va être affaire à suivre. Mais moi, je suis pour cette news, tu vois, comme toi, plutôt rassuré. Triste, parce que voilà, c'est le giron chinois le drapeau chinois flotte maintenant au-dessus de notre studio français. Mais si les développeurs et les artistes gardent leur autonomie, ça reste, comme tu me dis, une manne financière importante qui va faire du bien au studio. Donc on est entre la bonne et la mauvaise nouvelle, on va dire. Voilà, on se situe entre les deux. Exactement, c'est comme l'état de leurs actions de chaque côté, 50-50. Exactement, ouais, c'est exactement ça. Alors, Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, donc c'est le DLC de Cyberpunk qui était annoncé à la sortie du jeu déjà. Il devrait sortir en 2023, donc d'ici moins d'un an, normalement, c'est premier semestre, d'après ce que j'ai entendu. Il nous emmènera au cœur des intrigues politiques de Liberty City. Donc, Liberty City, ça sera une autre map, en fait, qui sera collée à la map principale. Donc, ce qui est pour le coup intéressant, ça permettra de voir une autre identité de cette fameuse mégalopole. Petit point intéressant, le DLC sera exclusif next-gen, donc c'est-à-dire PS5, Xbox Series et PC. Ah, c'est très bien ça. Donc les possesseurs de PS4 et Xbox One n'auront pas accès à ce DLC malheureusement. Petite chose à savoir, c'est que les possesseurs de One X Collector seront eux remboursés en crédit Microsoft du montant du DLC. Car quand ils ont acheté la console Collector, ils ont eu le jeu et tous les DLC avec sont inclus en fait. Donc d'un côté, c'est un plus dans le sens où ça permettra d'avoir un DLC fini en fait. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, le jeu reste toujours malheureusement très peu stable sur les anciennes générations de consoles, alors que sur One X, sur PlayStation 5, ça tourne du feu de Dieu. Mais bon, c'est vrai qu'il y a quand même une part de déception pour les personnes qui l'attendaient sur ces supports. Ouais, la petite anecdote que tu as citée, elle est rigolote, ça m'a fait rire aussi quand j'ai vu que... Parce que dans le deal, quand ils ont acheté cette console collector, que moi perso je trouvais magnifique, j'ai failli l'acheter sur cette époque-là, et c'était rigolo de savoir que tous les DLC étaient inclus, et quand ils ont annoncé que celle-ci, le DLC était que next-gen, tout de suite j'avais pensé justement à cette collector là où les DLC devaient être inclus, et donc ouais, plutôt bon move de le rembourser, mais c'était un peu obligatoire je pense. Ce DLC, t'as des grosses attentes, toi? Moi franchement
franchement, je sais pas si ça va me motiver à relancer le jeu. Tu vois, je sais pas. Moi, oui, j'ai des très grosses attentes sur ce DLC. J'ai fait le jeu 2 fois déjà, donc ça me permettrait de le relancer, pourquoi pas. Après, c'est un DLC qui pourra jouer aussi un peu comme un standalone. On y suivra toujours V, mais pour le coup, qui se situera après le jeu, en fait. Donc en fonction de la fin qu'on a eue, du moins, on pourra plus ou moins y accéder, je pense. Mais oui, moi, j'ai qu'une envie, c'est de me prolonger dans cet univers, sachant que la série Netflix arrive mardi, en plus. Donc c'est vrai que c'est exactement... Voilà, c'est moi, le Cyberpunk, c'est à la vie, à la mort. Quand j'ai joué à Cyberpunk, la première fois, j'ai refait les 2 Blade Runner, j'ai fait la série Altered Carbon, enfin, tout ce qui pourrait se rapprocher du Cyberpunk. Et c'est vrai que là, j'en attends beaucoup. Bah, moi, ce que j'attends beaucoup, tu le sais, j'arrête pas de t'en parler, c'est la série animée là, qui arrive sur Netflix la semaine prochaine. Enfin, la semaine prochaine, là au moment où on enregistre, mais elle sera sortie ou sur le point de sortir quand vous écouterez. Et j'ai énormément d'attentes sur cette série et je pense que j'en parlerai en sujet hors sujet. Ça fera... On restera un peu dans l'univers cyberpunk qu'on aime beaucoup tous les deux. Et puis ça a l'air beau en plus. Hein. Et ça a l'air vachement beau. L'animation, le studio qui est derrière, il est vraiment très très bon en animation. Donc ouais, je suis très très confiant. Je continue sur de la news business. Je parlais du rachat de Quantic Dream tout à l'heure. Là, je vais parler d'un rachat de Sony. Je le fais en mode rapide. Hein. C'est Savage Game Studio, qui est un studio spécialisé dans les jeux mobiles. Donc ça fait un moment qu'on vous parle avec Kira de la stratégie de Sony d'arriver sur PC, d'arriver dans le jeu à service, dans le jeu multijoueur et dans le mobile. Donc voilà, ils continuent leur stratégie avec le rachat de studios spécialisés dans le mobile avec du portage de AAA sur téléphone. Donc voilà, on reste dans la stratégie qu'on vous avait déjà parlé. Ensuite, donc on va parler de From Software, mon cher Kira. On a passé tous les deux beaucoup d'heures en ce début d'année sur Elden Ring. Et ça concerne indirectement Elden Ring. C'est Tencent et Sony qui ont investi dans From Software. Donc ils avaient déjà des parts, là ils ont continué à investir. Donc les deux réunis, Tencent et Sony, on a à peu près 30%. Donc je crois que c'est 14 et 16, enfin quelque chose comme ça à l'avantage de Tencent. Tencent a un tout petit peu plus de parts de Sony. Et ce qu'il se dit, pourquoi ce deal, pourquoi From Software recherche du capital? Et c'est ça qui est assez intéressant. On va voir si ça se confirme. Ça, c'est plutôt de la rumeur que je vous dis. Mais ce serait, là aujourd'hui, From Software développe, mais il n'édite pas. C'est Namco Bandai qui édite. Je vous avais parlé d'ailleurs dans le pilote de Namco Bandai qui avait fait des très très bons chiffres grâce à Elden Ring, grâce à l'édition d'Elden Ring. Et l'idée peut-être de ce From Software, c'est de gagner en capital, avoir de la trésorerie pour pouvoir éditer leurs jeux. Donc ce serait des jeux développés par From Software et édités par From Software. Donc ce serait très très bien pour From Software. Par contre, si vraiment c'est ça l'idée, Namco Bandai, aïe, parce que ça va leur faire très très mal d'un point de vue jeu vidéo. Après, Namco Bandai fait leur argent sur les goodies, etc. Mais quand même, sur la partie jeu vidéo, elle est portée par ces licences fortes comme Elden Ring. Donc s'ils éditent plus les jeux From Software, ça peut faire très mal. Et la dernière news business, et j'arrête, parce qu'en plus ça va faire un peu écho avec, tu vas nous parler tout à l'heure d'Ubisoft. Donc c'est Tencent qui a investi assez massivement dans Ubisoft, plus précisément dans l'entreprise qui s'appelle Guillermo Brothers Limited. Donc ils ont investi 300 millions de dollars pour monter en capital. Donc c'est pas un rachat vraiment, ils montent vraiment en capital à hauteur de, en tout je crois ils sont à 40 de participation, ils sont à 49,9%. Ils gagnent un droit de vote en plus, donc Tencent va pouvoir s'exprimer dans les choix éditoriaux d'Ubisoft. Mais c'est un deal, tu connais mieux Ubi que moi, mais c'est un deal finalement qui comme les deals que je parlais précédemment pour From Software, c'est l'idée d'avoir des fonds, d'avoir beaucoup de trésorerie pour pouvoir respirer davantage. On sait qu'Ubi, ça fait un moment qu'ils étaient dans ces histoires-là. On a pensé même à des rachats. Donc là, on parle pas de rachat, c'est plutôt de l'investissement massif au sein de la société. Donc pour moi, c'est une bonne nouvelle pour l'entreprise. Qu'est-ce que tu en dis un petit peu de ces petites infos business ? Oui, alors pour la partie From Software, c'est vrai que pour Namco Bandai, ça leur ferait quand même un sacré
une sacrée perte quand même, parce que c'est vrai que les jeux From Software, et puis si on parle aussi les goodies From Software qui sortent en parallèle, donc voir ce que va garder Namco Bandai après ça, mais ça peut vraiment leur faire du mal pour le coup. C'est vrai qu'encore une fois, Elden Ring est un très très gros succès, beaucoup de personnes attendent soit des DLC, soit une suite. Moi-même, j'ai qu'une envie, c'est d'y rejouer. Si j'avais plus de temps, autant dire que je referais une partie. Mais oui, c'est vrai que ça serait un sacré coup pour eux, mais à côté, pour From Software, ça peut être que du plus. Si pour le coup, comme ils gardent leur identité et qu'ils sont indépendants dans leur choix, moi je dis mais carrément quoi. Pour la partie Ubisoft, Tencent, c'est oui. Tencent, c'est le spectre, il s'infiltre partout, il donne de l'argent à tout le monde. Pourquoi pas ? Pour moi, c'est vrai qu'Ubisoft, depuis quelques années, sont quand même malheureusement très très descendus en termes de qualité de jeu. J'ai pas l'impression qu'ils avaient une vraie ligne éditoriale, j'ai l'impression qu'ils picoraient à droite, à gauche sur ce qui fonctionnait pour pouvoir les implémenter dans leur jeu, même si ça va à l'encontre même du type de jeu. Je pense au dernier Far Cry avec les notions de RPG par exemple, qui pour moi est un non-sens dans un open world. Donc à voir ce que ça va donner. Moi je trouve ça rassurant. C'est vrai que s'ils peuvent avoir plus de capitaux, qu'ils ont quand même le pouvoir décisionnaire, mais qu'à côté il y a un gros qui peut entre guillemets équilibrer les décisions, oui, ça peut être bien également quoi. Les mauvaises langues diraient que Tencent, tu sais, ils s'infiltrent un petit peu partout. Le fond de leur idée, ce serait peut-être demain de sortir un Tencent Game Pass ou un Tencent Plus, je sais pas comment on pourrait l'appeler, qui regrouperait finalement un peu toutes les licences et tous les jeux dans lesquels ils ont investi et qui ferait un énième abonnement, un nouvel abonnement dans lequel on pourrait souscrire, où t'aurais le catalogue Ubisoft et t'aurais un peu tout ce sur quoi ils ont investi récemment. Donc à voir si c'est vraiment leur stratégie sur le long terme, mais ce qui est certain, je vous en parle souvent quand on parle de business, Tencent sont vraiment, comme tu dis, un petit peu partout maintenant, et ils ont matière à peser dans les décisions quand même je trouve, énormément de studios, chez énormément de développeurs, dans de l'édition. Enfin, ça commence vraiment à être un incontournable du jeu vidéo, au même titre que Microsoft, que Sony. Ils font pas de hardware comme eux, mais en termes d'influence, franchement, je pense qu'ils sont clairement au niveau de Sony, Microsoft et d'Apple, sans aucun doute. Exactement, et puis quand on voit Microsoft qui lance enfin ses applications Game Pass sur les télévisions, j'ai même vu une pub chez Boulanger d'ailleurs qui proposait l'achat d'une télévision Samsung avec 3 mois de Game Pass et une manette Xbox pour pouvoir profiter du Game Pass sur sa télé directement en fait, à tarif préférentiel. Donc Tencent fait pas de hardware, mais après au niveau software ils sont quand même bons, avec une bonne application stable sur télévision ou au pire même en partenariat avec des box internet. C'est vrai que ça pourrait tout déchirer quoi. Et là on est actuellement dans un modèle économique qui est très proche de l'abonnement sur beaucoup de domaines, la musique, le cinéma, donc le jeu vidéo maintenant, ça serait la suite logique en fait. Ouais, t'as raison, on n'est plus dans une société de hardware, dans une économie de hardware comme on était il y a quelques années dans le jeu vidéo ou autre, on est plus dans maintenant une société de services. Et ça, bon, on va pas faire le débat là, est-ce que c'est une bonne chose ou pas, mais c'est vrai que voilà, c'est en train de changer. Même les PC, les PC, c'est vrai que les PCistes donc continuent à fabriquer leurs PC, leurs tours avec la dernière carte graphique ou les choses comme ça. Mais quand on voit les pénuries de cartes graphiques qu'il y a eu dernièrement, il y a beaucoup de personnes qui se sont retournées vers des systèmes de cloud gaming en fait, comme Shadow. Et au final, c'est exactement pareil. Le hardware disparaît pas, c'est un fait. Mais petit à petit, en fait, il s'amenuise de plus en plus, en fait. Oui, il perd de son influence, c'est vrai. Black Panther X Captain America, donc c'est une news, un nouveau jeu qui a été annoncé lors du Disney Marvel Showcase, dont tu vas nous débriefer un petit peu tout à l'heure la soirée. Je voulais parler de ce jeu en fait pour une simple et bonne raison, c'est la personne qui est derrière ce jeu. En fait, donc le jeu est développé donc par Skydance New Media, qui est le studio de Amy Hennig. Donc Amy Hennig, c'est la personne qui est responsable de la première trilogie Uncharted en fait. Donc c'est une personne qui est pour le coup très très aguerrie dans le domaine du jeu vidéo. Ça fait quelques années qu'on se demandait quel projet elle allait sortir à sa suite de
de sa participation à Uncharted. C'est vrai que pendant quelques années, elle a eu pas mal de projets avortés, mais là, pour le coup, une annonce d'un partenariat avec Marvel, en plus avec 2 personnages phares, pour moi est quand même très intéressante. Autre point qui est plutôt bienvenu, c'est le contexte en fait. Donc ça va se passer pendant la Seconde Guerre mondiale. Et la ville, ce sera Paris. Donc de là à imaginer un open world dans le Paris occupé par les nazis, moi, je vois que ça. Ah, ça peut être trop cool, qu'est-ce que ça. t'en penses, ouais. Est-ce que ça pourrait t'intéresser, ce... Bah écoute, ouais, ça fait envie. T'as cité cette personne qui est quand même qui s'est fait un nom grâce à Uncharted. Le contexte un peu à la Paris envahi par les nazis, franchement, ça me c'est toujours le genre de synopsis qui donne envie. Donc franchement, bonne nouvelle. Moi, je suis plutôt chaud. Moi, ça me rappelle un jeu que j'avais adoré, qui était sorti il y a quelques années chez Electronic Arts. C'était Saboteur, Oui. où on jouait un résistant pendant la Seconde Guerre mondiale. Le principe du jeu était vraiment cool. Le jeu était en noir et blanc, mais à chaque fois qu'on libérait une zone de Paris, en fait, le jeu passait en couleur dans la zone libérée. Donc du coup, ça faisait des transitions plutôt intéressantes. Donc au niveau du gameplay, ça ressemblait beaucoup à du Assassin's Creed. Mais j'aimerais retrouver un peu cette vibe d'un Paris occupé, ce qui changerait, on va dire, des habituels FPS Seconde Guerre mondiale où il faut bourriner sans distinction en fait. Exactement. Eh bien écoute, on reste dans le Disney Marvel Showcase puisque tu en parlais. Je vais te proposer un petit jeu. Je vais te citer les petites annonces que j'ai retenues. Il y en avait pas mal. Déjà, si je peux parler de cette conf, si vous avez moyen de la regarder en replay ou autre, elle était pas mal. Franchement, d'habitude, je vante pas trop les mérites de Disney en ce moment, mais là, force est de constater qu'ils ont fait le job avec cette conférence Disney Marvel Showcase. Le rythme était sympa, il y avait pas mal d'annonces, ils ont parlé de pas mal de jeux. Et donc, j'en ai sélectionné une petite sélection et tu vas me dire si ça te branche ou pas. Ok. Alors, premier jeu, Tron Identity, donc un jeu narratif qui est prévu pour 2023 dans l'univers de Tron. Tu valides ou tu valides pas ? Je valide totalement Tron. J'aime beaucoup les 2 films Tron, même si le deuxième, pour le coup, a quand même plutôt mal vieilli sur certains aspects. Mais bon, le premier aussi, tu me diras, mais le deuxième, il y a 2-3 petites choses qui m'ont un petit peu dérangé, l'ayant revu dernièrement, mais c'est un univers que j'apprécie beaucoup. Et un jeu narratif dans l'univers de Tron, bah bien sûr. Ouais, j'achète. Allez, Tron Identity, c'est validé. Après, j'ai sélectionné Illusion Island. Donc c'est... comment je pourrais comparer ? C'est du Rayman en fait. Franchement, je pense que c'est vraiment très inspiré de Rayman. Jeu de plateforme en 2D comme ça, un peu couleur pastel, sympa et tout, avec un Mickey. C'était rigolo parce que c'est pas le Mickey qu'on a à Disneyland Paris, c'est le Mickey un peu à l'ancienne avec les traits dessinés. Enfin, le vieux Mickey. Je suis pas un spécialiste de Mickey, mais il m'a fait penser à un vieux Mickey. Une exclue Switch en plus. Plutôt sympa. D'accord. Tu valides pas ? Intéressé, bof ? Oui, je valide. Si ça ressemble à du Castle of Illusion, que ce soit l'original ou le remake, ça m'avait beaucoup plu. Et c'est vrai que des petits jeux comme ça, des petits platformers 2D avec Mickey, mais oui, si c'est joli, j'imagine un dessin à la Cuphead, ça serait magnifique. Ouais, c'est un peu dans le délire. Mais oui, je valide aussi. Ensuite, on enchaîne sur Speedstorm. Donc Speedstorm, c'est quoi ? On peut le dire, c'est un Mario Kart like à la sauce Disney. C'est prévu pour tout bientôt sur PC et console. Est-ce que ça, tu valides pas ? À voir. C'est vrai que Mario Kart, difficile de remplacer ce jeu. Clairement, quand je jouais à du jeu de karting multi, c'est forcément du Mario Kart. Beaucoup ont tenté de l'égaler, mais personne n'a réussi. Le plus proche était Crash Team Racing à l'époque, qui était vraiment bien. Ouais. Mais pour le coup, Mario très bien. jouit quand même d'une identité qui est quand même propre à lui. Là, l'avantage, c'est avec les licences qu'a actuellement Disney, ils peuvent vraiment faire un roadster de personnages très conséquent avec des univers différents. Donc après, voir le gameplay, en fait, c'est surtout ça au final. J'ai pas peur pour l'identité du jeu, c'est plus le gameplay qui peut m'inquiéter. Je suis complètement de ton avis. Sur le papier, ça te donne quand même envie parce que tu as dit le roadster, il peut être méchant quand même. Ils ont montré Mickey, ils ont montré Jack Sparrow, ils ont montré Mulan. Enfin, tu vois, il y a quand même un potentiel avec les licences Disney. Mais finalement, quand on a ça et quand on a aussi Mario, sachant que qui n'a pas Mario Kart chez soi, enfin, c'est un des jeux les plus vendus, toute console et toute génération confondue. Est-ce qu'on lance pas plutôt Mario que ça ? Oui, c'est vrai. À voir. Ils vont sur un terrain en tout cas qui est compliqué. C'est porteur, mais c'est squatté. Voilà, c'est exactement.
Ensuite, ils ont parlé d'un MMORPG sur mobile dans l'univers d'Avatar. Donc, j'ai pas beaucoup plus d'infos que ça à te donner. C'était de la news un peu rapide. Ça te tente ou moyen? Tu valides pas? Ouais, alors le MMO sur mobile, ça me tente pas. Clairement, moi j'aime pas vraiment jouer sur mobile, et puis le côté MMO en plus, à la limite ça serait sur console ou sur PC, je dis pas, mais là non, pas du tout. L'univers d'Avatar est propice à ça, en revanche, hein. On peut vraiment faire quelque chose de très de grandiose, on va dire, car le lore est quand même assez conséquent. C'est vrai que James Cameron à l'époque a fait tout un écosystème. Là en plus il a fait les fonds marins, les lunes autour, donc il y a vraiment possibilité de faire quelque chose de grand. Après justement, est-ce que ça serait pas trop grand pour du jeu mobile en fait? Écoute, à voir quand ils nous donneront plus d'infos, mais je partage ton scepticisme aussi. Ensuite, Dreamlight Valley, donc ça c'est sorti pour le coup, c'est sorti le 6 septembre. Ils en ont reparlé, ils ont fait un peu leur auto-promo. C'est un Animal Crossing dans l'univers de Mickey toujours, t'as Pluto, etc. Enfin t'as toute la clique. Ça te tente? Moyen? Bof? Alors je l'ai essayé, j'y ai joué peut-être 1 heure le jour de sa sortie pour voir à quoi ça ressemblait. Donc c'est vraiment concrètement mais frame à la frame près, c'est du Animal Crossing en 3D, création de personnages, et après on avance dans un monde qui est dévasté par le mal en fait, qui est représenté par des ronces qui poussent un petit peu partout. Et l'intérêt du jeu en fait, c'est donc déjà d'enlever toutes ces fameuses ronces et de recréer un village en fait pour que le village soit prospère. Et de là on va côtoyer pas mal de personnages de Disney qui vont interagir, comme Merlin l'Enchanteur par exemple. Alors moi Animal Crossing c'est pas ma came du tout, hein. Clairement c'est pas du tout le jeu, c'est pas un jeu que j'apprécie et que j'aime jouer particulièrement parce que je m'y ennuie. Par contre pour le fan d'Animal Crossing et le fan de Disney, ça peut vraiment être intéressant et être une bonne alternative. Quelqu'un qui n'a pas de Switch mais qui a une Xbox ou une PlayStation et qui veut jouer à Animal Crossing mais du coup qui n'a pas la possibilité, ça peut vraiment faire la différence pour le coup. Ok, donc tu valides? Oui, je valide. Je suis pas la cible, mais je valide. La petite info qui est passée aussi assez rapidement dans ce Disney Marvel Showcase, c'est Gargoyles Remastered. Donc ça c'est pour moi. Ça je valide à 2000%. C'était un excellent jeu sur Mega Drive que j'avais refait en émulation il y a pas très très longtemps. Et ils ont annoncé un remaster sans en donner vraiment plus de détails, hein. Ils ont juste dit remaster, comptez sur nous, ce sera beau gosse. Et les gars aux manettes, on sait que ils assurent. Donc ça moi je valide, hein. Je pense que t'es dans la même niveau de hype que moi là-dessus. Je valide également. C'est vrai que pour moi les Gargoyles, je me souviens à l'époque j'étais en 6ème quand j'avais les jouets et que je regardais cette série. J'ai vu qu'ils l'ont mis sur Disney+, donc j'ai regardé quelques épisodes dernièrement et ça a très très bien vieilli pour le coup. Et mon côté doudou nostalgique dit oui. Et donc voilà, en tout cas, cette conf, franchement pas mal, hein. Ils ont été assez généreux. J'aurais aimé qu'ils remontrent vraiment beaucoup, qu'ils insistent beaucoup sur Aliens Dark Descent, donc un nouveau jeu inspiré des films Aliens, de la licence Alien, qui a l'air vraiment un jeu ultra exigeant, très très intéressant. On va jouer une escouade qui doit essayer de survivre face à un alien, évidemment, en vue un petit peu en vue de dessus à la... C'est du XCOM Light. Ouais, voilà, un peu dans le délire XCOM, c'est vrai, où j'allais le faire parallèle aussi avec le jeu d'action un peu en 3D comme ça, vu du dessus de Tomb Raider, qui était franchement pas mal, je sais plus comment il s'appelait, avec les temples et tout, enfin qui était assez cool à jouer en coop. Et ça, ce jeu Alien, franchement, moi, il me titille beaucoup. Et ils n'ont pas beaucoup communiqué dessus, c'est dommage. Et sinon, quoi dire de cette conf autre? Ils ont montré quelques images de leur gros jeu Avatar, donc là qu'on attend sur console, etc., qui paraît très très prometteur pour les fans d'Avatar. Mais franchement, bonne conf. Là, je leur tire mon chapeau. C'est vrai que moi aussi ça m'a manqué qu'il n'y ait pas de Alien, hein. Vraiment ce jeu, depuis que j'ai eu l'annonce, c'est vrai que j'ai une très grosse hype, que ce soit au niveau du gameplay, au niveau de l'ambiance et puis la saga que j'affectionne particulièrement. Et oui, j'espère en voir plus rapidement. C'est vraiment pour moi c'est la déception de la conférence. En fait, la conférence était très bonne, mais je voulais voir ça en fait. C'est pour ça que je l'ai regardé.
Assassin's Creed a 15 ans. Joyeux anniversaire déjà. Donc déjà, commençons par leur souhaiter ça commence à faire en fait. Voilà, joyeux anniversaire. Ça commence à faire et du coup, pour les 15 ans d'Assassin's Creed, Ubisoft a mis les petits plats dans les grands et lors de leur conférence donc d'hier soir, ils ont fait tout un segment réservé à la saga. Donc il y a eu pas mal de présentations. Ils ont parlé d'un making of qui est disponible en ce moment sur YouTube. C'est un making of qui retrace toute la saga. Il y a un concert symphonique également qui est prévu en fait pour honorer les musiques de la saga qui sont quand même pour la plupart sublimes et magnifiques, un tant soit peu qu'on aime la musique classique. Et du coup, il y a eu pas mal d'annonces. La première annonce, c'est le dernier DLC d'Assassin's Creed Valhalla. Donc, on pensait que c'était fini, mais non, quand il n'y en a plus, il y en a encore, qui s'appelle The Last Chapter, qui sortira en décembre. DLC, alors oui, c'est un DLC, mais c'est plus une grande mission scénarisée, en fait, et gratuite, qui sera intégrée à l'histoire d'Assassin's Creed Valhalla, en fait, et qui clôturera pas mal d'histoires secondaires, en fait, qui n'ont pas été clôturées au cours du jeu. Donc, c'est bien, c'est que c'est gratuit, déjà, et je pense que c'est pour préparer, justement, leur prochain Assassin's Creed qui devrait arriver l'année prochaine. Derrière ça, ils ont annoncé un autre Assassin's Creed, donc pour l'instant, il n'y a pas de nom, à proprement parler, c'est juste des noms de développement, donc celui-ci s'appelle Assassin's Creed Codename Jade. Donc c'est un jeu mobile qui se déroule en 215 en Chine. On n'a pas vu énormément de choses, juste que ça sera vraiment dans le vieil empire chinois, au programme de la création de personnages, du parcours sur la Grande Muraille, beaucoup de secrets à trouver, puis bien sûr des assassinats. Derrière, j'ai Assassin's Creed Infinity, donc j'en ai parlé la dernière fois, donc qui lui n'est pas un jeu. Donc on pensait que c'était un métaverse, et plus on avance, plus j'ai l'impression que ça va vraiment être ça. Donc au final, ils ont annoncé ça comme un point d'entrée des fans dans le futur en fait. On explorera son propre Animus comme une machine à voyager dans le temps, une base d'archives, et c'est un hub qui réunira tous les jeux. Dans ce métaverse, donc pour l'instant c'est pas encore confirmé, mais il y a beaucoup de rumeurs qui vont en ce sens, il y aura des fonctionnalités multijoueurs, elles sont encore à l'étude, voir comment les implanter en fonction des jeux justement. Donc ça pour le coup c'est assez intéressant. Ouais, ok. C'est un peu abstrait, je vois pas trop ce qu'ils veulent en faire, mais ok. Voilà, en fait, ce qu'on voit... Alors, on a vu quelques images, on a l'impression que c'est comme une ville avec des bulles, et chaque bulle correspond à une période, en fait. Donc, de là à se dire qu'on rentre dans une bulle pour arriver directement dans la ville en question qui correspond à Assassin's Creed, un petit peu comme le dernier Ratchet & Clank. D'accord. Ah oui, d'accord, passer d'un univers à l'autre. Et tu te retrouves de planètes, voilà. Donc le même principe, profiter des SSD des consoles, ce qui permettrait d'accéder à tous les univers d'Assassin's Creed au-delà d'une même interface. Un peu comme un launcher en fait. Ouais, d'accord, un hub comme tu l'as dit, ok. Bon, pourquoi pas. Donc, moi, ils innovent. Alors, pourquoi ? Quel est l'intérêt ? Qu'est-ce qu'ils ont envie de faire avec ça ? En soi, c'est intriguant parce que c'est très original, mais est-ce que ce serait vraiment pertinent au final ? Est-ce que les gens vont vraiment passer par ce hub pour lancer leur jeu, ou est-ce qu'ils veulent juste mettre la galette dans leur console et lancer le jeu directement ? Est-ce que le hub sera réservé à toutes les personnes qui possèdent les jeux en dématérialisé ? Ah, bonne question. Du coup, ça permet d'avoir accès à tous les jeux, peut-être de les télécharger, on ne sait pas encore, mais c'est vrai qu'au final, Assassin's Creed Infinity ne sera pas un jeu, mais un entre-jeu, on va appeler ça comme ça. Ok. Juste derrière, ils ont annoncé Assassin's Creed Project Red. Donc celui-ci, c'est le gros jeu canonique d'Assassin's Creed. Il va se passer au Japon. Donc c'est développé par Ubi Québec. C'est les créateurs d'Odyssey. Ça sera toujours un RPG en monde ouvert, dans la continuité d'Assassin's Creed Valhalla. On y contrôlera un shinobi dans le Japon féodal. Donc le jeu devrait pas mal souffrir de la comparaison avec le fabuleux Ghost of Tsushima. C'est vrai. Ouais, je pense que clairement ce Ghost of Tsushima pour moi était vraiment incroyable dans sa direction artistique, dans son ambiance. Ça va être très 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 dur de tirer son épingle du jeu là-dessus. Ouais. Moi en tout cas pour l'instant dans tout ce que tu as cité, moi je suis intrigué par l'histoire de ce que tu disais, le hub là où on peut passer peut-être certainement d'un monde à l'autre. Enfin ça je trouve ça intéressant, j'aime bien quand ils innovent. Donc ça je garde ce truc dans un coin de ma tête et je me dis ok pourquoi pas, c'est intéressant. Mais par contre, l'annonce du Assassin's Creed dans le Japon féodal, en fait, j'ai l'impression que c'est presque le Assassin's Creed que tout le monde voulait voir.
Et c'est, je pense, certainement le Assassin's Creed qui me fera acheter le jeu. Tu vois, retomber dans la licence que j'ai abandonnée depuis longtemps. Et alors oui, ça va souffrir certainement de la comparaison avec un Ghost. En plus, à mon sens, dans les prochains mois, Ghost 2 va certainement commencer à faire parler de lui, etc. Donc il y aura une hype à côté de ça, dont peut-être ce jeu Assassin's Creed peut bénéficier en même temps, hein, puisque si tu remets un peu tous les joueurs dans le Japon féodal, c'est vendeur quoi qu'il arrive. Mais franchement, moi j'ai hâte. Ça m'a donné très 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 envie. Et certainement que je le ferai certainement, tu vois. Moi je t'avoue, déjà les Assassin's Creed je les fais tous, donc forcément moi je suis chaud. Mais le Assassin's Creed au Japon féodal, en fait, ça fait énormément de temps que les gens en parlent, pour la simple unique raison, c'est qu'à la sortie de Black Flag, donc Black Flag qui est quand même sorti en 2014 je crois, 2014 ou 2012 peut-être, je sais plus, il faudrait que je vérifie. Il y avait un easter egg en fait, c'est-à-dire dans le présent où on visitait les labos d'Abstergo en fait, donc il y avait l'Animus, il y avait des affiches des jeux Assassin's Creed qui étaient sortis, et il y avait une affiche en fait japonaise où c'était écrit Coming Soon en fait. Et donc tout le monde pensait que c'était le prochain gros Assassin's Creed qui allait sortir. Bon, entre-temps il y en a eu 6 et c'était pas ça du tout au final, donc beaucoup de gens attendaient ce jeu. Maintenant Ghost of Tsushima est sorti, je me pose la question, c'est est-ce que au final c'est pas trop tard en fait. S'ils avaient su créer la hype à l'époque, il y a Ghost qui est sorti, qui a pu récupérer les fruits de cette hype de façon brillante. Hein. Au final, est-ce qu'ils viennent pas après la bataille ? C'est toute la question que je me pose. Bon après, c'est clair que connaissant ce qui est devenu la saga Assassin's Creed dernièrement, j'ai aucun doute que ce sera somptueux, c'est clair. Mais bon, le gameplay reste quand même suffisamment différent pour se démarquer du Ghost, mais voilà, est-ce qu'il viendrait pas après la bataille ? C'est la grande inconnue. Voilà. Juste derrière, ils ont annoncé Assassin's Creed Exe. Donc qu'est-ce que c'est ? On ne sait pas. Il y a juste eu un teaser. On voit le logo Assassin's Creed en bois dans une forêt. C'est un projet qui est très énigmatique pour le coup. La seule chose qu'on sait, c'est que c'est un gros jeu original qui sera très différent des autres Assassin's Creed. Il y a plusieurs rumeurs qui courent comme quoi ce serait un survival horror entre guillemets couplé avec un Uncharted-like. Exe, ça veut dire sorcière, donc est-ce que ce serait pas lié un petit peu justement avec la sorcellerie, les choses comme ça. C'est vrai que c'est pour le coup un projet très intriguant, parce que c'est vrai qu'avec Assassin's Creed ils ont possibilité de faire pas mal de choses différentes autre que du monde ouvert assassinat habituel. Ils avaient fait quelques jeux, on va dire, c'était des jeux console portable à l'époque, comme Assassin's Creed China, en fait, on se rapprochait plus d'un Castlevania-like, donc ils avaient tenté autre chose, mais là, pour le coup, c'est vraiment, pour eux, c'est un très gros projet, donc il sera annoncé dans les prochaines... qui sortira dans les prochaines années. Ok, ça a l'air ambitieux, hein. Voilà, pour finir sur les projets annoncés, donc il y a 2 gros projets, il y en a un que je vais plus détailler tout à l'heure, mais pour finir, ils ont annoncé une série live action en partenariat avec Netflix, qui devrait se dérouler donc pendant l'époque des jeux Assassin's Creed. Donc comment ça va se passer ? On ne sait pas. Moi, j'en viens à imaginer une série d'anthologie où chaque saison on suit un personnage différent. Ce serait super. Tout serait relié par la méta-histoire avec Abstergo et tout. Mais en tout cas, voilà, c'est le deal qui a été signé avec Ubisoft. Que penses-tu de toutes ces annonces ? Ça fait beaucoup quand même pour juste une licence. Eh ben écoute, ça fait beaucoup, mais c'était très intéressant. Et puis comme tu es passionné de la licence et tu connais vraiment bien les jeux, tu as pu apporter ton analyse, donc je serai pas aussi pertinent que toi. Donc avec un regard, si tu veux, plus de novice sur cette saga, je suis assez content quand même. Tu vois, je trouve qu'ils se donnent les moyens de faire vivre leur Assassin's Creed qui fait partie des licences phares du jeu vidéo. Ils se sont vraiment fait une place et ils en prennent soin. Là, ce que tu as dit à la fin, là, la collab avec Netflix, franchement, pourquoi pas, hein, ça peut être plutôt cool. Et aussi assez ambitieux, je le disais tout à l'heure, l'énigmatique Exe, c'est ça, enfin le truc qui était en lien avec les Exe, qui était en lien avec les sorcières. Et ben, tu vois, s'ils arrivent en même temps à sortir un petit peu de leur zone de confort, à sortir un petit peu de ce qu'ils font habituellement, ce qu'on peut reprocher surtout aux Assassin's Creed, c'est que c'est assez redondant parfois. Donc si là ils arrivent à sortir de leur zone de confort en étant dans un domaine, en plus les sorcières, l'ésotérisme, tout ça c'est quelque chose qui parle assez aux joueurs aussi. Resident Evil 8 avait surfé un petit peu sur cette vague-là et ça avait bien marché.
Donc, tu vois, tu m'as donné envie. Tu m'as intrigué autour d'une licence qui, pour moi, n'est pas celle que je porte le plus dans mon cœur, tu vois. Donc, franchement, intéressant. Et ça avait l'air d'être riche, en tout cas, en annonces et en contenu. Varié, assez varié, je trouve. Alors justement, j'allais y venir. Donc la conférence était pour le coup assez intéressante, mais c'est vrai que tout au long de la conférence, je me suis dit, en fait, Ubi reste dans ses acquis. Il y avait du Rock Band, il y avait du Just Dance, il y avait du Lapin Crétin et Mario. Vraiment, Ubi, il y avait un petit peu de Skull and Bones, donc je me dis, Ubi ronronne, en fait. Ils restent dans leurs acquis. Quand ils ont lancé le segment Assassin's Creed, où là, ils ont commencé à développer leur roadmap, en fait, qui annonce pas mal de petites choses, je me suis dit, chez là, Ubisoft tente quelque chose. Bon, après, ils tentent quelque chose avec, pour le coup, leur plus grosse licence, et au final, ils ont tout à fait raison de le faire. Mais voilà, ils tentent des choses, surtout des jeux différents. Là, on va se retrouver avec 2 Assassin's Creed qui vont sortir avec 1 an d'écart, et qui vont avoir tous les deux gameplays différents, plus le Exe qui va sortir derrière, qui devra avoir encore un autre gameplay. Je me dis, est-ce que c'est pas ce que la licence avait besoin, justement, le fait de changer? Ils ont déjà opéré un simili reboot avant la sortie d'origine, en fait, où ils ont totalement changé le gameplay, la période historique, en faisant vraiment une nouvelle trilogie, en repartant sur de nouvelles bases. Mais c'est vrai que, ayant fini Valhalla, je me suis dit, cette trilogie est terminée, mais au final, ça reste, ça ronronnait, quoi. Ça ronronnait, il n'y avait pas vraiment de prise de risque ou de choses comme ça. Et là, j'ai l'impression qu'ils sont en train de tout donner dans les prochaines années sur Assassin's Creed. La seule chose qui me fait un petit peu peur, c'est est-ce qu'ils ne risquent pas, entre guillemets, peut-être de lasser ou d'épuiser les gens, tout simplement, à trop abonder, on va dire, trop envoyer abondamment de jeux de la franchise. Ouais, c'est possible. C'est un risque, en tout cas. C'est un risque, et après, les gens sont demandeurs, mais après, c'est vrai que si ça fait comme Star Wars chez Disney, par exemple, où à force d'envoyer abondamment des séries, des films, des choses comme ça, est-ce qu'ils vont pas risquer peut-être de se mettre à dos une partie du public, en fait? Ouais, tu finis par lasser les gens. C'est ça. Ce qui est naturel. C'est ça. Bon, pour continuer, moi j'ai une news un peu plus... C'est moins dense là, le contenu à partir de maintenant pour ma part. Je vais vous parler de God of War. Ils ont reposté une petite vidéo assez sympa qui montre du gameplay. Donc ça commence un peu, la hype Ragnarok commence à être de plus en plus précise, de plus en plus concrète. Et j'ai trouvé cette vidéo assez intéressante parce qu'on voit des nouveaux puzzles qu'il y aura à l'intérieur des villages, enfin des choses comme on faisait souvent avec la hache dans l'épisode d'avant. Donc ils ont montré un petit peu des nouveaux puzzles, ils ont montré des nouvelles fonctionnalités qu'on aura avec la hache de glace. Ils ont montré aussi circuit en bateau qui est toujours magnifique, où on entre, il y a un très joli village, un peu un village fait que en bois, où on traverse avec notre bateau ce village, et ils annoncent en même temps dans le trailer qu'il y aura davantage de monde ouvert, davantage de zones à explorer. Donc franchement, ce petit trailer de gameplay fait très très envie, donc je vous incite à aller le regarder. D'ailleurs, tu l'as posté, Kira, sur notre page. Sur notre page Facebook, c'était le petit moment auto-promo. Et aussi, ils ont annoncé plus de 60 fonctionnalités d'accessibilité. Et ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment important pour les personnes qui ont un handicap, où c'est pas aux joueurs de s'adapter, c'est plutôt le jeu qui s'adapte aux personnes. Et ça, je trouve ça vraiment bien. Donc que ce soit porté par les AAA, et surtout qu'ils en fassent un élément marketing où ils communiquent dessus, je me dis au moins ça va peut-être donner l'exemple aux autres pour le faire. On sait que Xbox a une manette qui est adaptée aux personnes à handicap, qui est extrêmement bien faite, qui est très plébiscitée par ses joueurs. Donc voilà, la com autour de Ragnarok, là j'ai bien aimé, c'était sympa, les thrillers jolis, la communication marketing m'a plu. Donc c'est pour ça que je vous en parle un petit peu aujourd'hui. C'est vrai que moi, c'est le jeu que j'attends le plus sur PlayStation 5. Hein. Clairement, le premier est on va dire le premier du reboot est un chef-d'œuvre vraiment. Hein. C'était incroyable à jouer. Même la relation entre Kratos et son fils était vraiment vraiment excellente. Et là, j'ai vraiment vraiment hâte de voir la suite. Et comme tu le disais tout à l'heure, les notions d'accessibilité, c'est
pour moi même une des choses les plus importantes dans le jeu vidéo actuel. C'est normal que tout le monde puisse jouer, quel que soit son handicap en fait. Le truc tout bête, mais je pense les daltoniens, il y a énormément de gens daltoniens, et c'est vrai que le fait de faire une accessibilité avec des couleurs différentes spécialement pour eux, ça permet d'avoir une expérience de jeu vraiment satisfaisante quoi, au final. Et donc oui, ça c'est un gros point fort, on va dire, c'est même la petite médaille que je vais décerner à Sony pour le coup. Ouais, franchement c'est très bien, je suis d'accord avec toi. Et comme toi, la hype est là, hein. Le dernier God of War, je l'ai saigné, il était exceptionnel, alors que pourtant j'étais pas un grand fan de la licence, hein. T'étais plus fan que moi à la jeunesse de la licence, et j'ai vraiment appris à redécouvrir, à apprécier God of War sur le dernier là, avec comme tu dis, sa relation avec Atreus, etc. Et du coup j'ai vraiment hâte de faire ce Ragnarok, et on vous en parlera très certainement. Puis surtout, c'est une licence qui a su vraiment changer. Quand on regarde la première trilogie, il y avait aussi les 2 épisodes PSP, même quadrilogie, on peut dire, parce qu'il y avait ce fameux préquel qui était sorti un petit peu plus tard. Et au final, ils ont totalement changé le gameplay, l'univers. Ils sont repartis de zéro avec le dernier God of War, tout en conservant le passif de la saga, en lui donnant une nouvelle identité, et c'est vraiment fort ce qu'ils ont fait en fait. Ils auraient très bien pu partir dans un reboot tout bête, tout simple, avec un nouveau perso, c'était un tour de force, et ça c'est vraiment une des plus belles surprises que j'ai vécues sur PlayStation 4 à l'époque. De mon côté, ma dernière news, Assassin's Creed, toujours, celle-ci je l'ai mise volontairement toute seule, parce que j'ai plus d'informations. Donc c'est le jeu Assassin's Creed qui sortira l'année prochaine, qui s'appelle Assassin's Creed Mirage. Qu'est-ce que c'est donc qu'Assassin's Creed Mirage ? Donc c'est l'épisode du retour aux sources, action, infiltration et aventure. Donc ils ont vraiment appuyé la notion d'infiltration dedans. Ils ont même donné des exemples un petit peu plus concrets comme du Splinter Cell. Ça se passera donc à Bagdad, et on va y incarner Basin, qui est un personnage secondaire vu dans Assassin's Creed Valhalla. Donc ça se déroule 20 ans avant, et de là, ça va permettre de lever le voile sur plusieurs mystères liés à ce personnage. Il n'y a aucune notion de RPG dans le jeu, contrairement à la dernière trilogie. Ça sera juste de l'amélioration d'équipement, en fait. Le gameplay sera malgré tout modernisé par rapport au premier Assassin's Creed. Hein. Okay. On se retrouvera dans l'âge d'or de Bagdad en 866. C'est donc la période la plus faste pour la ville. C'était à l'époque une véritable plaque tournante du commerce, des arts et de la politique. Par exemple, ce qu'il faut savoir, c'est que ce Bagdad, qui est un Bagdad qui a été détruit 5 siècles plus tard. Donc en fait, on a vraiment que on n'a même pas des vestiges, en fait, on a vraiment essentiellement des écrits. Donc là, ils vont vraiment recréer un Bagdad 2.0 de la grande époque, pour le coup. Initialement, c'était prévu comme un DLC de Valhalla, mais le jeu a pris tellement d'ampleur que c'est devenu un standalone, pour le coup. Les précos sont déjà ouvertes, avec la quête des 40 voleurs en bonus pour les personnes qui vont le précommander. Et le jeu sera centré autour de la création de l'ordre des Templiers. Donc chronologiquement, il va se passer avant même Assassin's Creed Origins. Ça va vraiment être le début en fait. Et la sortie est prévue début 2023. Alors moi concrètement, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Les vidéos que j'ai vues, l'ambiance, c'est tout ce que j'aime dans Assassin's Creed. Et pour le coup, le fait de retourner sur une ancienne formule avec de l'enquête, de l'infiltration et de l'assassinat, en fait, sans notion de RPG. Parce que c'est un petit peu ce qui m'avait, on va dire, saoulé, surtout sur Odyssey, en fait. C'est le fait qu'on soit limité en fonction de notre niveau. Par exemple, on est niveau 15, on a envie de continuer l'histoire, mais on nous dit non, faut être niveau 20 pour pouvoir aller assassiner telle personne dans tel endroit. Ouais, ça casse l'immersion. Et ça, c'était un petit peu dommage. Ouais. C'est ça, c'était un petit peu dommage. Si par exemple, demain, je me dis j'ai envie de faire que l'histoire principale, pas de quête secondaire, et bah du coup, il y avait ce côté un petit peu... on t'obligeait à grinder pour améliorer ton personnage, en fait. Et là, de revenir à un système de monde ouvert direct, où on peut aller où on veut dès le début, et bah je pense qu'au final, même si c'est de la vieille confiture, bah ça va être un petit vent frais, en fait, pour la saga. Alors moi, franchement, ce qui me donne envie dans tout ce que tu dis, je le découvre à travers toi parce que j'ai pas suivi la conf hier. J'ai pas regardé la conf Ubisoft. J'étais plutôt sur le Z-Event. Mais le seul truc qui me tente, tu vois, bon, je vais pas te cacher, je suis pas trop hypé par le jeu là. Par contre, il y a un truc qui m'intrigue et je vais vraiment regarder, c'est comment ils auront modélisé Bagdad et tout. Je pense que ça va être assez fou
de voir cette ville qui comme tu dis, qui a été complètement détruite et comment ils l'ont remodelée, je pense qu'ils se sont basés certainement sur des trucs historiques, donc on aura quelque chose qui sera très proche de ce que la cité était il y a X siècles. Donc tu vois, c'est plus ce côté-là qui m'attire vraiment, et donc je serais curieux, je vais regarder des let's play où tu me feras des démos, je pense certainement, plus que l'acheter et y jouer, tu vois, je vais pas te mentir, mais c'est ce que j'apprécie par contre dans les Assassin's Creed, c'est qu'ils te font revivre une époque, et Bagdad, je trouve que ça peut être vraiment très très cool. Ce que j'aime beaucoup, moi, c'est que dans les 3 derniers Assassin's Creed, ils ont sorti un mode muséum, en fait, le mode musée, qui permet de se balader dans l'univers du Assassin's Creed en question, en fait, avec une voix off qui nous raconte. Par exemple, ça, c'est la pyramide de Khéops. La pyramide de Khéops a été construite en telle année et tout. C'est super intéressant parce que ça permet d'avancer dans le jeu, de profiter donc des décors sublimes, de la 3D pour regarder partout et d'apprendre des choses en même temps. Et j'espère qu'ils vont faire la même chose parce que c'est vrai que, bon, quand on pense à Bagdad maintenant, on pense à la guerre, en fait, mais c'est vrai qu'avant ça, Bagdad, c'était une capitale, en fait. C'était une capitale très importante, et moi, j'aimerais bien non seulement jouer dedans, mais aussi en savoir plus sur cette ville et surtout la culture de l'époque. Ouais, t'as raison. C'est vraiment l'aspect intéressant. Tu vois, c'est celui qui me donne envie, même si je pense pas l'acheter, à moins que tu me le survendes tellement que j'ai pas le choix de passer à la caisse. Mais écoute, franchement, pour voir Bagdad, ça va être vraiment chouette, je pense. Après, je t'annonce tout de suite que j'ai pour ambition de faire une émission spéciale Assassin's Creed tôt ou tard, et que bien sûr, il va falloir que tu fasses quelques révisions et que tu apprennes 2-3 choses. Donc peut-être que tu seras tenu d'y jouer, qui sait. Je sais. C'est vrai qu'on a ce projet de hors-série qui te tient à cœur et qu'on fera certainement. Mais oui, du coup, voilà, pour l'occasion, j'aurais pas le choix que de m'y mettre. Tu me conseilleras les meilleurs volets. Mais, voilà, les plus importants. Mais voilà, je sais pas si je commencerai par ce fameux qui se passe à Bagdad, mais en tout cas, ça va être intéressant. Le Mirage. Pour ma dernière news, moi, c'est plus de l'anecdotique qu'une news à proprement parler, mais c'est rigolo en fait. On en parlait un petit peu avant justement le podcast. C'est Wolfenstein Enemy Territory. Vous allez vous dire, le gars, il vous parle d'un jeu qui a plus de 20 ans. Mais oui, en effet, le jeu a plus de 20 ans. Et Bethesda, sachant que il y a encore de la communauté, il y a des serveurs qui sont qui sont actifs et qui sont portés par la communauté. Bethesda du coup décidé avec ID Software de mettre à disposition des joueurs 4 serveurs qui sont dans 4 régions du monde, l'Europe, les États-Unis, etc. Pour que justement les joueurs aient des serveurs officiels pour pouvoir jouer au jeu, sachant que le jeu est complètement gratuit. Il est gratuit sur Steam, il est dans le Game Pass, enfin c'est un jeu gratos. Et les joueurs du coup via ces serveurs multijoueurs gratuits et officiels pourront faire du 8v8 sur des maps. Donc il y a la campagne officielle du jeu et je crois qu'il y a 4 ou 6 maps, je ne sais plus exactement, mais en tout cas franchement c'est de la news complètement anecdotique, je vous l'accorde, mais j'ai trouvé ça rigolo que Bethesda a conscience que sa communauté est encore sur le coup et leur mettre 20 ans après des serveurs à disposition pour pouvoir y jouer, et encore une fois un jeu complètement gratuit. Donc j'ai trouvé que c'était la petite news sympa que j'ai trouvé vraiment rigolote. Bah, c'est vrai que c'est le beau geste, se dire qu'un jeu comme ça 20 ans après continue à être joué massivement, parce que pour réouvrir des serveurs, c'est que c'est le cas. Mais surtout, ce qui m'interpelle, c'est que la communauté Wolfenstein, on l'entend pas en fait. Mais elle est là. C'est vraiment une communauté silencieuse, ils sont juste là pour kiffer, ils font leur jeu dans leur coin, et ça c'est vraiment super appréciable en fait, et je trouve que c'est vraiment un beau geste de la part de Bethesda. Ouais, c'est pour ça que je voulais la mettre en avant, parce que Bethesda, ils ont eu des tumultes, on va pas repasser sur les dramas de Bethesda, mais ils sont pas au mieux de leur forme, et ce petit geste envers les joueurs, j'ai trouvé que c'était très sympathique, et ça fait du bien dans ce monde très business qu'il y a aussi des éditeurs et des développeurs qui prennent soin de leur communauté, et ça, j'ai trouvé ça vraiment vraiment chouette. Voilà, et puis encore, comme tu dis, c'est vraiment un geste qui peut paraître anecdotique, parce que même s'ils voulaient faire un coup de com', ils peuvent faire ça sur du Fallout, sur du Skyrim, enfin, sur de la grosse licence qui cartonne au final, ou même les derniers Wolfenstein, mais là, le faire sur un aussi vieux jeu, bah, pour le coup, c'est vraiment le beau geste, quoi. Donc c'est Wolfenstein Enemy Territory, vous l'avez trouvable assez facilement. Et écoutez, moi je vais me le relancer sur PC histoire de m'amuser un peu et de leur dire un petit merci à Bethesda, et c'était vraiment un bon move de leur part.
Bon bah écoute mon cher Kira, des news assez denses, hein. On a quasiment 1 heure de news, donc c'est pour ça qu'on vous a pas prévu de débat pour cette semaine. La semaine dernière on avait fait un débat très apprécié et on vous remercie, on a eu beaucoup de retours sur les trophées, les succès, etc. Et si vous l'avez pas entendu, on vous invite à aller le regarder, donc pas de débat cette semaine. On va passer directement à nos tests de la semaine. Et Kira, je suis assez content parce que tu vas parler d'un jeu que je connaissais pas, en préparant le podcast, tu me l'as fait découvrir et j'ai trouvé ça plutôt cool. Un jeu un peu méconnu, donc je te laisse l'annoncer et le présenter. Oui, alors j'ai décidé de parler d'un jeu assez ancien aujourd'hui, alors pour 2 raisons, hein, tout simplement. L'actu du jeu vidéo me stimulant pas spécialement, en fait. Je n'ai pas trouvé vraiment de jeu pertinent à vous parler, en fait. Donc du coup, je suis parti sur un jeu assez ancien que j'avais poncé à l'époque et que j'ai refait dernièrement en ces périodes de canicule, en fait, histoire de me changer les idées. Le jeu en question, ça s'appelle Kona, en fait. Kona, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu d'aventure indépendant, la première personne, qui est développé et édité par un studio canadien, le studio Parabole en fait. Donc pourquoi je l'ai fait en période de canicule ? Tout simplement parce que le jeu se passe intégralement dans la neige pendant un blizzard. Donc avec le ventilateur à côté, j'avais l'impression d'y être, je me sentais mieux quoi. Le jeu était disponible au départ en version bêta en 2016, en fait janvier 2016, et officiellement il est sorti le 17 mars 2017 sur tous les supports. Donc Windows, Mac, PlayStation 4, Xbox One, il est même sorti sur Google Stadia. Il y a des jeux qui sont sortis sur Stadia. Donc pour le coup, voilà, c'est un jeu qu'on peut trouver aisément partout. À sa sortie, il était sorti à 15€, mais maintenant on le trouve aux alentours de 4-5€, voire des fois moins pendant les soldes. Et c'est un jeu que je recommande fortement. Je vais vous faire le synopsis du jeu, histoire que vous compreniez un petit peu. Donc ça se déroule en octobre 1970. On joue Carl Faubert, qui est un détective privé de Montréal. Il est envoyé dans un petit village au nord du Québec pour enquêter sur d'étranges phénomènes qui s'y passent. En ce lieu, un conflit existe entre les Cris, donc les fameux autochtones amérindiens, et Monsieur Hamilton, un riche propriétaire provenant des États-Unis. Ce dernier possède des mines de cuivre dans la région, mais un jour, sa maison a été vandalisée. Il fait donc appel à Carl pour enquêter, savoir qu'est-ce qui s'est passé, du coup, et surtout, retrouver certaines choses qui ont été volées. Donc on va se retrouver dans un jeu, comme je le disais tout à l'heure, à la première personne, un jeu essentiellement narratif et surtout teinté de beaucoup de phases d'enquête. On doit observer une scène, alors ça peut être une scène de crime ou une scène de vandalisme, trouver les bons objets, ce qui permettra d'avancer au fur et à mesure. Tout au long du jeu, on est accompagné par Guy Nadon, c'est un doubleur québécois en fait, qui est très très bon et qui va commenter tout ce qu'on va faire. Comme une voix off, en fait, il va raconter je suis arrivé dans cette ville, la neige tombait, c'est vrai que je n'avais pas pensé à prendre ma parka, par exemple. Enfin, c'est des petits détails comme ça, mais qui fait que ça rend le jeu très, très, très immersif. Que pendant des cutscenes ou c'est pour dès que tu joues et le gars Non, tout le temps. Dès que tu joues, le gars, il va parler. À un moment, on rentre dans un petit chalet, il va faire le froid était intense, il fallait que je trouve du bois pour pouvoir me réchauffer et passer la nuit convenablement, en fait. Et donc là, on sait qu'on doit aller chercher du bois, qu'on doit le mettre dans le poêle, qu'on doit allumer le poêle, ce qui permettra d'augmenter la barre de chaleur du personnage. Parce que oui, Kona, en fait, au départ, c'est un jeu d'enquête, mais c'est aussi avant tout un jeu de survie. Il faudra se battre contre le froid, survivre aux attaques de loups, d'ours, enfin tous les animaux qui traînent dans les plaines québécoises. Il faudra aussi penser à boire, à se nourrir. C'est très classique, mais pour le coup, c'est vraiment stimulant parce que quand on est sur une enquête et qu'on est dans le noir, par exemple, votre personnage peut stresser parce qu'on a aussi une barre de stress en fait. Et le problème, c'est quand il stresse, il peut aussi avoir des visions. Donc il y a un petit côté un peu ésotérique. Un petit côté folie ambiante. Est-ce que la folie, ça serait notre personnage ? Est-ce qu'il se passe vraiment quelque chose de surnaturel ? Pas mal ça. Okay. Bonne question. Pareil, on doit choisir si on se déplace à pied ou en voiture. On peut choisir le sens dans lequel on visite les maisons. Et ça aussi, ça a son importance. Si, admettons, on va visiter un grand manoir, ce qui peut prendre du temps, mais que le manoir, il fait très très froid et qu'on n'a pas de quoi se chauffer, notre personnage va se retrouver affaibli, en fait. Donc des fois, on doit
privilégier peut-être des maisons avec une cheminée allumée, ou au contraire on se dit c'est bon, on a des bûches, il faut faire un feu, on va faire un feu. Pareil, si on manque de nourriture parce qu'on est resté bloqué 2 jours dans le blizzard, on peut aller fouiller peut-être dans des maisons habitées, savoir si on peut se faire dépanner de nourriture. Enfin, il y a vraiment ce côté survie qui est un élément très très important de l'histoire en fait. Forcément, Karl étant mis à rude épreuve, on a un inventaire limité, ça crée une certaine source de stress en plus. On a quelques phases de FPS, bon, clairement elles sont assez bof, hein, dans l'ensemble, c'est vraiment pour dire voilà on tire sur 2-3 trucs, mais c'est pas le gros du jeu. Mais le gros du jeu, c'est vraiment, comme je vais me répéter, hein, mais c'est vraiment cette ambiance, on a un malaise qui plane sur l'enquête tout au long du jeu, et entre les visions du protagoniste, certains meurtres, les animaux sauvages qui peuvent nous attaquer à tout moment, le froid, on se sent vraiment en terrain hostile, quoi, pour le coup. Ouais, ça me fait penser un peu à... C'est peut-être pas, tu vas me corriger, hein, mais ça me fait penser un peu aux montagnes hallucinées de Lovecraft, où t'as cette santé mentale, t'as survivre au froid, etc. Je trouve que c'est intéressant, en tout cas. Il y a un côté Lovecraftien, mais pas dans le sens pur du terme, c'est plus dans le côté où la barre de santé mentale est très importante, et un personnage qui a froid, qui a faim, et forcément ça va jouer sur sa santé mentale en fait, et si la santé mentale vient à être trop basse en fait, on se retrouve avec un personnage qui va avoir moins de moins de jugeote lors de ses recherches. On peut passer à côté de certains objets, on peut être obnubilé par certaines choses parce qu'il y a cette voix off qui parle, il peut être obnubilé par quelque chose, mais est-ce qu'il est obnubilé par ça parce qu'il est fou ou parce qu'il a vraiment vu quelque chose en fait. Donc c'est marrant, c'est qu'on doit à la fois avoir notre sens de déduction à nous et écouter ce que va nous dire la voix off de notre personnage. Et ça en soi, c'est assez original parce que j'ai pas l'impression de l'avoir revu dans des jeux dernièrement. Ok. Et côté durée de vie, c'est comment ? Et justement, j'allais y venir. Donc ce jeu se termine en 5 à 6 heures, donc c'est très court. Donc pour le coup, c'est quelque chose qu'on peut faire en un week-end. Il y a une petite vibe un petit peu Twin Peaks, mais sous la neige pour le coup, donc qui n'est pas désagréable et au final donne un petit cachet supplémentaire au jeu. Et je vais finir sur un truc, c'est la musique. La musique a été composée par un groupe traditionnel québécois qui s'appelle Curé Label. Et franchement, c'est fantastique pour l'immersion, en fait. On a vraiment l'impression d'y être. J'ai même vraiment envie de visiter maintenant cet endroit, en fait. C'est une bonne petite expérience, très rapide, mais vraiment passionnant. Ouais, ok. Franchement, ça donne envie, hein. Je te dis, je connaissais pas. Tu me le fais découvrir quand on préparait un petit peu le podcast, et j'ai regardé les notes en même temps, tu vois, il a pris 15, il a pris 9 sur 10, il a pris 7 sur 10, enfin vraiment les critiques sont excellentes en plus, donc, et je le vois sur le PSN, il est à 2,99€. Enfin, franchement, et c'est gratuit sur le Game Pass, tu disais ? Non, même pas. En fait, je l'ai découvert sur le tard. C'était en regardant les soldes Xbox Live. Pareil, il était à 3€. Et en lisant un petit peu le pitch et tout, je me dis, ça a l'air intéressant et tout, pourquoi pas. Et puis pour 3€, qu'est-ce que je risque ? Et en fait, j'ai vraiment passé un super moment, quoi. Ouais, et je vois, il est inclus dans le PS Plus. Bon, franchement, je vais le télécharger et je vais le tester 5 à 6 heures. Tu vois, ça peut être un bon jeu que tu fais comme ça entre deux gros jeux, une petite bouffée d'air frais. Non, franchement, très 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 bon conseil. Et puis toi qui as la complétude des trophées, il y a quelques trophées à gagner qui sont plutôt intéressants et certains trophées dans des situations particulières. Donc je pense qu'il y a moyen de s'amuser de cette façon également. Allez, vendu. Moi, je prends. Tu me fais un retour dans 15 jours. Ouais, c'est mes devoirs de vacances. Enfin, c'est parce que je suis en vacances, mais mes devoirs de vacances. Carrément. Bon, écoute, belle découverte. Hein. Merci Kira. Franchement, je pense que tu vas donner envie à beaucoup de personnes de tester ce jeu. Alors, mon jeu de la semaine, c'est le jeu du petit chat. Alors, je pense que vous en avez tous entendu parler énormément, donc ça va être Stray évidemment. Donc sorti le 19 juillet, développé par Blue 12 Studio, édité par Annapurna, qui est éditeur de jeux indés. Blue 12 Studio qui est un petit studio français. Je crois qu'ils sont une dizaine de personnes, même pas je crois, basé à Montpellier. Si je dis pas de bêtises, à vérifier, mais je crois bien que c'est Montpellier. Et ils ont signé, je crois, leur jeu qui a fonctionné énormément d'un point de vue buzz, j'entends. Donc, qu'est-ce que c'est ?
Donc c'est pas seulement en fait le jeu du chat, quoi. Enfin, on voit toujours forcément la jaquette et tout le buzz a été fait autour du chat qui, en effet, c'est vrai, trop mignon. Et les développeurs en ont joué, et c'est bien normal. Mais en gros, c'est du cyberpunk, hein, Kira. Donc tu vas kiffer. On joue l'histoire, on joue un petit chat. Donc qui est avec ses autres copains petits chats, sauf qu'à un moment, voilà, il s'amuse bêtement et à ce moment-là, on contrôle le petit chat et à un moment, il chute et il tombe dans une sorte de bas-fond, dans des sortes d'égouts, etc., qui le mènent dans une ville qui est complètement déserte. À la différence où ce petit chat rencontre des robots, et notamment un tout petit robot qui va loger sur son dos et qui va l'accompagner tout au long de l'aventure. Donc en fait, l'histoire, sans trop spoiler, parce que franchement, l'histoire est très attachante, elle est très très bien construite, mais elle n'est pas autour du chat en fait, elle est autour du petit robot qui a sur son dos, qui nous parle, et c'est lui qui permet de faire l'interaction entre les protagonistes qu'on va rencontrer et le chat. Donc c'est lui qui va parler aux autres, et finalement, on dit toujours que Stray, on a l'impression qu'on contrôle le petit chat, mais c'est surtout grâce au robot qu'on fait les interactions. Et ce robot a une histoire qui lui est propre, et c'est cette histoire-là qu'on va suivre, et au travers d'environnements où on va... Donc c'est une ville complètement déserte, où il n'y a plus d'êtres humains, et à contrario, il y a des robots. Et il y a des robots, par contre, qui se comportent comme des humains. Donc tu as un robot qui tient une laverie, tu as un robot qui est le garde de la ville, tu as un robot qui est le maire, tu as un robot qui est vendeur. Enfin bref. En ça, c'est vraiment très intéressant. Et ça m'a fait penser un peu dans l'esprit, je sais pas si tu te souviens, Kira, le Love, Death and Robots, la série sur Netflix, où tu as justement 2 robots et des chats. Mais là, je crois que c'est l'inverse, c'est les robots qui sont dans des villes où il y a des chats. Enfin, c'est un délire comme ça. Et ça m'a fait penser justement à cet épisode. Bah justement, tu me coupes sous le pied parce que j'allais faire la vanne là-dessus, justement. Je te tiens, on se croit dans un épisode de Love, Death and Robots. On est complètement dans ce délire-là. Donc j'ai vraiment pas envie de spoiler la partie histoire, mais ce que je peux vous dire, c'est que moi, elle m'a touché vraiment. Elle est plutôt bien construite. Il y a quelques petits rebondissements, et au fur et à mesure des rencontres que l'on fait avec notre petit chat et les différents robots avec qui on va rentrer en interaction, il y a l'histoire de ce fameux petit robot qu'on a sur le dos qui se développe et qui devient... qui prend en consistance et qui devient vraiment très intéressante. Parce qu'on aurait pu imaginer que ça aurait été un des points faibles du jeu, parce qu'ils ont vraiment tout basé sur le petit chat, mais finalement il y a vraiment une histoire de fond derrière qui est assez intéressante. Oui, ils ont voulu... Après, c'est vrai que contrôler un chat dans un jeu, c'est quand même assez original, et ils ont voulu, je pense, essentiellement communiquer là-dessus pour le côté différent, au final. Parce que c'est vrai que contrôler un robot, ça s'est déjà vu pour le coup, mais au final, c'est un beau pied de nez, parce que moi, j'aime beaucoup être surpris par un jeu, qu'on me donne autre chose que ce que j'attends, en fait. Et là, pour le coup, c'est un peu le cas. Et en plus, c'est un choix de scénario, un choix market, enfin un choix d'identité de jeu, mais qui en même temps qui porte le gameplay. Donc on joue un chat, donc forcément un chat c'est agile, donc on va pouvoir monter sur les murs, on va pouvoir grimper le jeu dans certaines zones. Il y a 12 zones de jeu. Il y en a une vraiment très importante qui est la ville où il y a tous les robots, où là on va faire des quêtes pour les robots, on va leur rendre service, ils vont nous donner un objet qu'il faut donner à un autre robot. Enfin tu vois, c'est un peu... dans l'esprit très point and click, dans les missions qui nous sont confiées. On a un petit inventaire dans lequel on va stocker des objets, on va les redistribuer, etc. Donc c'est assez basique en termes de quête, mais intéressant quand même. Et il y a certaines zones qui sont très verticales parce que justement on joue un chat. Et c'est là où je dis que ça sert pas uniquement... Ça sert aussi le gameplay. Donc on va monter, on va escalader, on va aussi se faufiler parce qu'un chat c'est discret. Donc il y a des petites phases d'infiltration, il y a des phases, comme je dis, d'exploration, il y a des phases aussi de course parce qu'un chat c'est agile, c'est discret, mais en même temps c'est rapide. Donc il y a des petites courses poursuites face à des ennemis du jeu. Donc je vais pas trop parler pour pareil ne pas trop spoiler, mais il y a quand même un ennemi dans ce jeu qui est une sorte de gangrène, un petit peu de pourriture dans la ville qui est très malfaisante et qui génère des petites bêtes qui nous courent après. Donc il y a des phases de gameplay assez variées, assez diversifiées et qui sont au service et de la narration et en même temps du propos du jeu qui est en lien avec cette histoire de chat du coup. Donc tu vois, ils ont réussi à
faire d'un buzz autour du petit chat à quand même servir le gameplay. Et c'est ça que je trouve intéressant avec ce jeu. Là où t'as certains jeux, c'est purement marketing et derrière t'as pas, si tu veux, t'as pas vraiment t'as pas de répercussions sur le gameplay. Là, tu en as une. Et l'autre très gros point fort du jeu, et j'en finirai là-dessus, c'est la direction artistique. On est dans une ville un peu cyberpunk, les robots, le design des robots est excellent. Les musiques, tu parlais des musiques de Kona tout à l'heure. Là, les musiques du jeu de Stray sont excellentes aussi. J'ai d'ailleurs précommandé les vinyles en édition collector parce que franchement, les musiques, elles s'adaptent toujours aux zones, toujours aux événements du jeu. Elles sont vraiment très très bien faites. Donc je vous les conseille, rien que la BO, je vous conseille d'écouter la BO. Et autre argument, pour moi c'est un argument, enfin il y a deux arguments, c'est déjà le jeu est pas très cher, on le trouve à une trentaine d'euros, 20 à 30 euros. Il est inclus dans le PS Plus Extra et il a une durée de vie de 6 à 7 heures. Donc pourquoi je dis que ce 6 à 7 heures c'est une qualité, c'est parce que il faudrait pas que ça dure vraiment plus longtemps. Le jeu a une histoire à raconter, il a un propos. On arrive au bout de ces 6 heures avec nos réponses à nos questions, on a créé notre aventure, il y a un dénouement. Bref, ils ont su créer un jeu. C'est un jeu indépendant, c'est un petit studio, faut vraiment le ramener à une échelle quand même de petits jeux. Donc qui fait que le combo c'est une histoire attachante, un personnage forcément le petit chat qui est trop mignon, le gameplay, une direction artistique, une musique, le tout porté par un tarif attractif et une durée de vie tout à fait raisonnable. Donc en ça franchement je t'en ai beaucoup parlé, c'est un des gros coups de cœur que j'ai eu ces derniers temps avec le petit Stray. Moi, c'est vrai que c'est un jeu qui me tente beaucoup également. Ce que j'en ai vu sur internet, j'ai même vu une petite séquence de gameplay chez un ami qui est pour le coup qui m'a beaucoup plu. Et c'est vrai que, comme tu dis, une durée de vie de 6-7 heures, pour moi c'est parfait. Parce que c'est bien de temps en temps de faire des jeux plus courts ou plus légers entre deux gros jeux en fait. Exactement. C'est vrai que quand on enchaînait sur Cyberpunk, Elden Ring, allez bim, si on peut se faire un petit jeu de 5-6 heures entre les deux, nickel quoi. Et ça, c'est davantage un gros plus pour moi dans certains cas en fait. Surtout si l'aventure se tient du début à la fin, au final, pas besoin d'avoir plus en fait. Ça évite les ventres mous. Ouais. Bah écoute, je te le conseille chaudement. Et je vais finir juste pour 2 petites anecdotes qui sont rigolotes, qui sont vraiment de l'anecdote. Stray est le jeu aujourd'hui sur Steam le mieux noté de 2022. Donc il a dépassé Elden Ring. C'était God of War qui était le jeu le mieux noté avec 8,56 sur 10 pour 53 000 votes. Et Stray, il a 8,61, donc il a battu un tout petit peu God of War avec quand même 43 000 évaluations. Donc ce qui fait, il est dans le top 50 des jeux les mieux notés de tous les temps. Alors oui, je vous dis que c'est un très bon jeu, c'est même un excellent jeu, mais je pense que franchement la petite bouille du chat a quand même aidé pour que ça joue. Et la communauté est assez active, elle est rigolote parce que il est encore dans le top 100 des jeux les plus streamés par exemple, mais surtout il y a le PC, du coup sur PC il y a pas mal de mods. Donc vous savez, le mod c'est ce qui permet aux joueurs qui sont un petit peu geeks de pouvoir modifier le jeu et d'y apporter leur spécificité. Et il y a des modes où des gars sont amusés à mettre leur propre chat, tu vois, à transformer le chat de Stray en leur chat, où t'as la SPA, qu'ils ont créé des modes avec des chats qui avaient pas de maître, qui devaient être adoptés. Donc ils ont fait une campagne d'adoption au travers de Stray où tu pouvais prendre ce mode et jouer avec le chat que tu voudrais adopter. Enfin, des petits délires comme ça. C'est rigolo, c'est des petites anecdotes qui font que le jeu a un vrai succès d'estime. Donc il a battu God of War et Elden Ring, mais franchement c'est sans aucune comparaison. C'est plutôt un jeu, c'est un petit jeu, faut vraiment voir ça comme un petit jeu indépendant qui est un peu comme Kena quoi. Ouais, Kena, je pense que quand même Kena, l'ambition est encore plus forte sur Kena. Là on parle je te dis, c'est un petit studio, les gars ils sont 10 et tout, ils ont fait leur petit délire avec leur chat et il y a eu un énorme succès d'estime et voilà, enfin ça fait du bien, je trouve, dans cet univers bourré de AAA, d'avoir des petits jeux comme ça qui percent, juste parce que, je pense quand même le fait d'avoir mis un chat, ça les a aidés à percer quand même, alors que dans le fond,
C'est ça que je voulais vous dire au travers de ce test. Il n'y a pas que le petit chat. Il y a le petit chat, mais il y a une histoire, il y a une direction artistique, il y a des musiques, il y a un propos, il y a une vraie philosophie autour du jeu. Et je dis, moi, un très grand oui. Ça a été, comme je l'ai dit tout à l'heure, un énorme coup de cœur pour moi. Moi, ça me tente beaucoup, en tout cas. Eh ben, je t'invite à le faire quand je devrais faire les Assassin's Creed, tu devras faire du coup Stray, ce sera ta punition. Oui. Mais c'est pas vraiment une punition, hein, franchement, c'est... disons que tu vas passer d'un jeu de 40-50 heures au mieux à moi 6 heures, ça va. Ouais, c'est ça, petite le deal est valable quand même. Ouais. Bon bah écoute, Kira, ça clore la partie jeux vidéo. Voilà, comme je dis, pas mal de contenu aujourd'hui. On va passer évidemment sur nos sujets hors sujet qui nous tiennent à cœur. Mais avant, je vais rappeler une nouvelle fois, on compte sur vous pour nous suivre sur les réseaux sociaux, donc Twitter et notre page Facebook. On a aussi un Tipeee parce qu'on a pas mal de projets, notamment des projets qui tiennent à cœur à Kira et moi-même, de nous diversifier un petit peu. Là, on parle de jeux vidéo, mais on peut parler d'autres choses. On va vous en montrer un exemple tout à l'heure. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux. Et comme je l'ai dit la dernière fois, ce podcast est le podcast qui vous appartient. Donc, n'hésitez pas à nous proposer des idées, des news. Vous le faites au travers des pages Facebook. Et c'est déjà très bien. Donc vraiment, on veut faire vivre ce podcast de cette façon. Le podcast qui vous appartient. Donc vous êtes aussi maître de la ligne éditoriale. Donc n'hésitez pas à nous pousser des petites infos que vous voulez qu'on présente. Exactement. Dans le genre anecdote, le podcast de la semaine dernière a été écouté par une personne qui se rasait la tête en même temps. Donc c'était... Il s'est pas coupé, ça va ? C'était assez rigolo. Il avait mis son téléphone avec le podcast dans la salle de bain et puis il était en train de se refaire une beauté à ce moment-là. J'ai une autre personne, lui, qui attendait dans la voiture une personne pour un rendez-vous. La personne a mis quasiment 2 heures et donc du coup il a écouté ça pendant 1h15 dans la voiture tranquillement. Donc c'est vrai que c'est toujours marrant d'avoir les retours des instants d'écoute et comment vous écoutez et comment ça s'est passé. Moi ça me fait toujours un petit peu rigoler. Ouais, j'avoue, c'est des petites anecdotes rigolotes. Du coup, le premier sujet hors sujet, ce sera moi. Donc, le premier sujet hors sujet, en fait, alors j'ai choisi un film à vous conseiller, donc qui est Soleil Vert. C'est un film, d'ailleurs, qu'on a regardé ensemble il y a peu de temps, que tu ne connaissais pas, et que je voulais te faire découvrir. Tout à fait. Alors moi, c'est un film que j'affectionne beaucoup, parce qu'il m'a beaucoup marqué à l'époque où je l'avais vu. Et là, il est d'autant plus pertinent, c'est que l'action de ce film se déroule en 2022, en fait. Et c'est un film, donc, de 1973. Et ce qui est assez... cocasse, pour ne pas dire autre chose, c'est que le film a vu juste sur pas mal de choses de façon assez saisissante et surtout assez terrifiante. Donc forcément, certains potards sont poussés au maximum, mais dans un sens, on se retrouve dans quelque chose d'assez proche de la réalité. Alors je vais vous expliquer en détail ce qu'il en est. Donc le film s'appelle Soleil Vert, donc c'est une éco-dystopie qui est donc sortie en 1973. Il est réalisé par Richard Fleischer. Moi, c'est un réalisateur que j'apprécie beaucoup, qui n'est pas connu du tout, mais qui a fait pas mal de films, dont un film de la planète des singes que j'apprécie énormément. Dans ce film, on y retrouve Charlton Heston, qui est lui-même le héros du premier Planète des singes, et Edward J. Robinson, qui pour le coup, c'était son dernier film. Il est mort quelques semaines après le tournage, ce qui rend une des scènes du film d'autant plus touchante et d'autant plus triste, en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce film a remporté le prix du meilleur film au Festival d'Avoriaz en 1974 et il est librement inspiré du roman de Harrison qui s'appelle Soleil Vert également. Je vais vous pitcher un petit peu tout ça, donc vous allez voir ça va quand même être assez dense parce que j'ai été assez détaillé. Donc en gros c'est dans un monde où il fait chaud, très chaud. 44 millions d'habitants s'entassent dans un New York aux allures de bidonville. Nous sommes en 2022. Plus de nourriture dans cet univers où les océans sont mourants et la canicule est présente toute l'année. C'est dû à l'effet de serre, essentiellement, et donc du coup ça a conduit à l'épuisement des ressources naturelles. La pollution, la pauvreté, la pandémie, la surpopulation sont de rigueur. Le manque de nourriture amène les autorités à créer des aliments artificiels et industriels. C'est la société Soylent, comme on l'appelle dans le film. Alors en VO, le film s'appelle Green Soylent en fait, justement en rapport avec le nom de la société. Le détective Thorne, assisté par le vieux professeur Sol, véritable mémoire d'un temps passé, enquête sur la mort d'un certain Simpson, un riche privilégié proche des cercles dirigeants. Alors qu'il progresse dans son enquête, Thorne s'aperçoit que cette caste fait tout pour l'empêcher de découvrir une sombre vérité.
Donc ça, c'est le pitch vraiment du film. Donc film également que tu as découvert il y a pas longtemps. Ouais, exact. Je me souviens qu'on en avait longuement discuté derrière, et c'est vrai que c'est assez saisissant. J'y ai repensé en période de canicule. J'ai été traumatisé par la canicule. J'ai joué à des jeux qui se passaient au Québec. Enfin, donc pendant la période de la canicule. Donc l'action se déroule donc dans un New York qui est désormais devenu une mégalopole de 44 millions d'habitants. La température ambiante est de 33 degrés en moyenne, l'eau est très rare, la faune et la flore ont presque disparu, tout comme la nourriture issue de l'agriculture. La plupart des habitants n'ayant pas moyen d'acheter d'aliments, en fait, naturels du moins, les prix sont exorbitants, donc c'est réservé vraiment à une caste d'élite, ils sont réduits à manger des produits de synthèse, donc les fameux soleils verts, mais il y a également le soleil rouge, le soleil jaune. Ce sont des espèces de barres de protéines en fait qui distribuent en fait moyennant des tickets de ration une à plusieurs fois par semaine. Pourquoi je vous en parle déjà? Pourquoi regarder ce film? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le film a un peu mal vieilli dans certains cas. Les effets spéciaux, par exemple, les costumes d'époque, c'est les années 70. Le rythme également, c'est un petit peu suranné. Par contre, ça reste néanmoins très marquant pour ce qui est de son propos et de son scénario. À titre d'exemple, le 3 décembre 2020, Singapour devient le premier pays au monde à autoriser la commercialisation de nuggets cultivés en laboratoire, en fait, de nuggets de synthèse. Donc je me dis que, bon, entre ce qu'on voit dans le film et ce qu'on commence à vivre en ce moment, il n'y a qu'un pas. Oui, c'est vrai. L'autre chose, dans le monde actuel donc de Soleil Vert, mais également dans notre monde à nous, l'écart entre les riches et les pauvres n'a jamais été aussi important. On l'a vu dernièrement avec la crise du Covid, où certaines personnes se sont vraiment fait des milliards, et d'autres ont vraiment plus galéré. À ça, on rajoute les guerres, donc ce qu'on vit à peu près en ce moment avec la Russie accessoirement, le contrôle des masses et des ressources, en particulier les plus fondamentales, comme l'eau potable, n'ont jamais été aussi présentes, en fait, qu'à l'heure actuelle. Donc du coup, ça peut susciter des interrogations. C'est est-ce que, au final, ce qu'avaient vu les scénaristes de l'époque, mais surtout les personnes qui les ont conseillés, en fait, n'ont pas vu juste, et est-ce que les lanceurs d'alerte des années 70, au final, n'avaient peut-être pas raison, en fait. Il y a de nombreux thèmes évoqués, donc avec pertinence, clairement, l'effet de la surconsommation, la surpopulation, la gestion des ressources, la répartition des ressources, et là, surtout, la composition et la qualité des aliments. C'est vrai que dernièrement, on a eu les problèmes avec les pizzas Buitoni, par exemple, qui étaient impropres à la consommation, et je sais pas si vous avez remarqué, mais plus ça va, plus j'ai l'impression qu'il y a des rappels de produits tous les jours. Donc c'est marrant, comme si, encore une fois, ça faisait écho à ce film-là. Et pour finir, il y a une scène particulièrement émouvante lors de l'euthanasie d'un personnage, donc je ne vais pas vous spoiler volontairement en fait, où il lui passe des documentaires animaliers, des paysages naturels magnifiques, sur des grands écrans sous ses yeux, donc avec de la musique classique, où en fait c'est là qu'on comprend que les scènes décrivent un monde qui n'existe plus en fait. Donc au final, toi tu en penses quoi? Est-ce que c'est de la science-fiction ou de la prémonition? En fait, c'est un film qui m'a beaucoup marqué. En fait, tu as fait exprès de me le faire voir parce que j'ai dans mon cœur une dystopie aussi qui est celle de George Orwell. 1984, qui était mon œuvre de chevet en termes de dystopie, et pareil, très, très dans l'anticipation, et on se rend compte que tout ce que George Orwell a écrit, c'est en train de se passer. Et en fait, avec Soleil Vert, ça m'a fait exactement le même sentiment, où tout ce que le personnage va vivre, on peut le projeter dans notre monde réel. Donc c'est pour ça que tu dis que c'est un vieux film. C'est vrai qu'il a plutôt mal vieilli, mais dans le propos, il a jamais été aussi juste que maintenant. Et il y a des scènes qui m'ont vraiment très marqué. Alors je sais pas si je peux en parler, mais il y a un moment, un truc avec une pelleteuse, etc. Oui, ouais, tu peux en parler, c'est sur la jaquette. Ah, c'est sur la jaquette, ok, très bien. Bah là en fait, où c'est une pelleteuse qui ramasse des corps comme si que les corps étaient une simple marchandise. Et en fait, dans ce propos, il y a une vraie partie écologique, donc ça qui nous tient aujourd'hui nous tous à cœur évidemment. Et il y a aussi la perte de valeur de l'être humain, que je trouve qu'il y a aussi quelque chose qui est en train d'être porté dans notre société, notre génération. Donc c'est un film que j'ai trouvé vraiment bouleversant. Tu as parlé de ce moment avec l'euthanasie où il montre ce qu'est la beauté, et en fait il montre juste des images de ce qu'on a aujourd'hui. Donc en regardant ça,
on se rend compte de la chance qu'on a et de la richesse qu'on a avec la nature qu'on a aujourd'hui. Donc, évidemment, faut en prendre soin et pas la détruire. Donc, en fait, c'est presque devenu pour moi, c'est un film d'utilité publique. Comme le roman de George Orwell 1984 doit à mon sens faire partie des manuels scolaires de toutes nos écoles françaises, le film Soleil Vert doit être de cet acabit. C'est un film qui bouge les consciences et j'ai pris une sacrée claque quand tu me l'as montré. Et du coup maintenant j'avais une œuvre phare de dystopie qui était 1984. Maintenant j'en ai deux à échelle équivalente avec des messages différents, mais qui pour moi font vraiment partie de la culture qu'on doit avoir parce qu'elles véhiculent des messages qui font réfléchir et qui bousculent les consciences. Et c'est absolument de ça qu'on a besoin, je trouve aujourd'hui. Et tu parlais tout à l'heure que l'être humain n'était pas considéré, enfin que c'était devenu quelque chose d'assez secondaire, on va dire, avec le passage des pelleteuses par exemple, qui ramassent les corps, ou même qui chopent les mecs vivants, parce que les manifestants en fait là-bas ils sont tellement nombreux qu'ils sont chassés à coups de pelleteuse en fait. Ouais. Donc là ça voilà. Mais surtout quand on voit des gens qui dorment dans des couloirs, qui dorment dans des escaliers, parce qu'ils n'ont pas de quoi se loger, ils n'ont pas d'argent, surtout il n'y a pas de place, mais ils n'ont pas de quoi payer d'électricité, du gaz, donc du coup ils s'allument à la bougie à l'ancienne. Et c'est là qu'on voit un petit peu, encore une fois, les chances qu'on a. Et là, on est dans une période de crise énergétique qui est quand même assez fat, faut dire ce qui est. Et bon, on n'en viendra pas jusque-là, je ne pense pas. Mais c'est là de se dire qu'au final, le scénario était quand même très en avance sur son temps, en fait. Et c'est dommage qu'un film aussi pertinent en fait, surtout qui se passe en 2022, ne ressortent pas comme ça en fait. C'est-à-dire que les gens n'en parlent pas tant que ça en fait. Quand on pense à dystopie, on pense à 1984. Quand on pense à Futur dégueulasse, on va penser à Blade Runner. On peut penser également à de la science-fiction de papa, comme on dit, 2001 l'Odyssée de l'espace pour la conquête spatiale. Mais un film comme Soleil Vert, bizarrement, ce film, pas grand monde n'en parle en fait, comme si le sujet était peut-être trop dérangeant à l'heure actuelle pour que ce soit montré au plus grand nombre en fait. Ouais, écoute, moi je te remercierai jamais assez en tout cas de me l'avoir fait découvrir. Tu savais que t'allais taper juste, tu m'as dit on va regarder ça et je sais que tu vas adorer. Et franchement, j'ai vraiment adoré. Vraiment pour nos auditeurs, le conseil que je donne, ne vous bloquez pas sur la date du film parce que le propos est tellement important qu'on rentre très très vite quand même dans le scénario. Et en plus, on vous a pas découvert. T'as présenté ça très bien. Il n'y a pas de spoil parce qu'il y a encore des surprises dans le film qui sont tout aussi bouleversantes. Franchement, j'ai pris une claque cinématographique comme rarement, mais rarement j'en avais pris. C'est un pur chef-d'œuvre. Rien que sans spoiler, mais un élément important, les femmes dans ce film sont considérées comme des meubles, mais au sens vraiment propre du terme. Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire, on achète un appartement et dans l'appartement, il y a une femme. Il y a la table basse, il y a le frigo et il y a la femme de l'appartement, en fait. Et quand on voit ça et qu'on comprend que les gens, ils gagnent de l'argent comme ils peuvent, donc les femmes vont jusque signer un contrat avec un propriétaire d'immeuble pour faire partie et être nourries, logées, blanchies. Enfin, c'est là qu'on se dit, on arrive à un point un peu dark. Et c'est vrai que quand on voit à l'heure actuelle les gens qui, entre guillemets, qui vendent leur image et leur apparence sur les réseaux sociaux, par exemple, sur Twitter ou je ne sais quel autre site, mine de rien, petit à petit, on s'en rapporte en fait. C'est peut-être que certains influenceurs seront meubles dans quelques années dans un logement parisien, on ne sait pas. Ouais. Et c'est vrai que y a beaucoup de similitudes. Bon, certes, c'est poussé au maximum, mais au final, on s'en approche. Ouais, c'est vraiment bouleversant comme film, à tous les égards. Bon écoute, ça va être dur d'enchaîner là-dessus, parce que c'est vrai que je suis dans le move là dans ma tête, Soleil Vert, mais c'est vrai que c'était une très bonne chronique. Promis, la prochaine fois, je prends un sujet moins dark. Non, mais franchement, t'as eu raison de le faire et ce film mérite d'être connu des jeunes générations. Alors, moi, je vais parler, franchement. Je me suis dit, de quoi peut-on parler en ce moment quand on veut parler d'une série? Donc, House of Dragon, je regarde pas encore, mais je vais m'y mettre parce que j'adore. Donc, il me restait The Ring of Power, évidemment. On n'a pas beaucoup l'embarras du choix en ce moment, donc j'avais pas trop le choix. Donc, par dépit, je vais parler de la série. Il faut que tu dises pourquoi tu veux pas regarder House of Dragon. C'est à cause de OCS. Qui sont des gros tocards, qui ont craqué sur ce coup-là, parce que c'est vrai que leur série, ils ne la diffusent pas en 4K. Elle est bloquée en 1080p, je sais pas pourquoi, ils ont pas payé la bande passante. Je sais pas c'est quoi leur histoire, mais en tout cas ils diffusent pas la série en 4K. Et House of Dragon. Alors du Dolby Vision, c'est quand même un comble. Voilà, moi les Anneaux de pouvoir, je regarde en Dolby Vision, t'en prends plein les yeux. Et je pense que ça fait partie de ces séries un peu spectacle,
donc j'y viendrai quand j'en parlerai des Anneaux de pouvoir, qu'il faut regarder quand même dans les meilleures conditions, celles qu'on a à son domicile évidemment, hein, chacun a ses moyens et fait comme il l'entend surtout. Mais en tout cas, ayant une télé 4K, je me voyais pas regarder House of Dragon. Comme c'est une série que j'attends beaucoup, je vais en profiter dans les meilleures conditions. Donc, j'ai nexté cette série, donc les Anneaux de pouvoir. Ça tombe bien, je suis fan du Seigneur des Anneaux en même temps. Donc il y a certainement dans nos auditeurs des personnes qui s'y connaîtront plus que moi, donc n'hésitez pas à me corriger. Mais les Anneaux de pouvoir. Donc je vais parler seulement des 2 premiers épisodes, même si j'ai vu le 3e. Mais les 2 premiers épisodes, je trouve qu'ils forment un duo. Donc c'est bien de parler de ces deux épisodes. Et pour éviter de trop spoiler, je vais pas aller plus loin. Mais en gros, donc on commence. Donc il y aura diffusé par Prime Video, évidemment, hein, je le précise, mais tout le monde le sait. Il y aura potentiellement, a priori, 5 saisons, 8 épisodes la première saison. Et donc, ils ont diffusé les 2 premiers, ils ont publié les 2 premiers en même temps. Et donc, on commence le premier épisode par une sorte de prologue. Parce qu'il faut savoir que cette série Seigneur des Anneaux prend racine, d'ailleurs Anneaux de pouvoir plutôt que Seigneur des Anneaux finalement, prend racine dans le 2e âge. Donc dans la timeline de Tolkien, il y a le premier âge. Avant le premier âge, bon, il y a encore des trucs un peu, il y a les années des lampes et les années des arbres. T'as le premier âge et nous, la série se passe dans le 2e âge. Et le 3e âge, tu as le Seigneur des Anneaux. Donc il faut se dire déjà que la série se situe de 6 à 7 000 ans avant le Seigneur des Anneaux. Tu vois, avant les films de Peter Jackson, avant la saga des trois livres. Donc ça, c'est bien, je pense, de l'avoir à l'esprit. Mais la série en ça est plutôt bien faite. Il n'y a pas besoin d'avoir fait trop ses leçons ou ses devoirs pour bien en profiter. Simplement, le premier épisode commence par une sorte de prologue où on parle de Morgoth, donc qui est le grand méchant du Silmarillion, un livre aussi très connu de Tolkien, où Morgoth, en gros, a fait la guerre un petit peu à tout le monde. On voit aussi la destruction des 2 arbres, donc Telperion et Lorelin, qui ont été détruits. On parle vaguement des Silmarils. Donc, il place pas mal de choses. Il y a une scène assez magnifique aussi avec la guerre de la colère, où on voit, je sais pas si tu te souviens, Chiara, mais on voit des dragons et les aigles qui se battent. Qui s'affrontent, oui. Ouais, voilà, qui s'affrontent. Ça, c'est la guerre de la colère qui met fin au premier âge. Et donc, nous, on arrive, la série commence avec comme héroïne Galadriel, enfin, comme première héroïne, si je puis dire, Galadriel, qu'on va suivre parce que elle veut se venger des forces du mal, si je puis dire, des armées de Morgoth, parce que son frère est mort et voilà, elle a envie elle a envie de se venger. Sauf que on est plutôt dans un contexte où la guerre est finie, mais elle garde à l'esprit que non, elle est persuadée que les forces du mal restent présentes, donc elle va partir un petit peu en croisade pour aller s'assurer qu'il n'y ait pas encore d'orques et autres bêtes bien méchantes. Donc Galadriel est au centre de ce propos. On voit Elrond jeune. On voit, enfin jeune, il a 1000 ans, hein, mais il est quand même, pour un elfe, il est jeune. Dans Seigneur des Anneaux, il a à peu près 7000 ans. Et ils vont commencer à nous distiller, si tu veux, enfin tu l'as vu, mais pour les auditeurs qui l'ont pas vu, nous faire différentes histoires en parallèle. Donc on va suivre des pieds velus, donc qui sont des hobbits. On va suivre un elfe qui en patrouille sur les terres du milieu pour s'assurer que les terres du sud, pour s'assurer que les forces du mal ne sont toujours pas là. Dans l'épisode 2, on va commencer à suivre les nains, etc. Et dans l'épisode 3, on va commencer aussi à suivre d'autres personnes. Donc il y a pas mal un peu à la Game of Thrones finalement, il y a pas mal de timeline, enfin pas de timeline parce que tout se passe au même moment, mais pas mal de groupes d'individus qu'on va suivre, de héros. Et en ça, c'est assez passionnant, je trouve. Et pour terminer sur le contexte, donc cette série va porter tous les enjeux liés aux anneaux de pouvoir. Donc vous savez, la forge des anneaux pour les elfes, pour les nains, l'anneau unique de Sauron, et surtout la relève de Sauron vis-à-vis de Morgoth. Morgoth était le grand méchant, il a été défait, donc maintenant c'est Sauron qui va prendre petit à petit la relève. Donc on va suivre cette ascension aussi de Sauron qui va reconquérir un petit peu les terres comme on les a connues dans le Seigneur des Anneaux. Donc voilà pour le pitch. J'en dis pas trop parce que c'est quand même très très dense, hein, vous en doutez. Hein. C'est Tolkien, il est du genre à être très très pointu dans ce qu'il écrit et dans ses trames d'histoire. Ce que j'en pense.
deux premiers épisodes qui pour moi sont difficilement dissociables parce que ils apportent quand même une certaine continuité l'un à l'autre. Donc si j'ai un conseil à faire, c'est de bien regarder les deux ou d'attendre d'avoir tout pour tout enchaîner. C'est une série qui est absolument magnifique, vous en doutez, hein, et c'est ça qui fait beaucoup le buzz autour de la série. C'est qu'elle est, franchement, j'ai jamais vu aucune série aussi belle. Il y a de la thune, ça se sent. Ah oui, il y a un budget colossal, mais les effets sont magnifiques, les costumes sont magnifiques, les musiques je les trouve somptueuses. Le rythme de ces deux premiers épisodes sont assez lents, donc certains se seront ennuyés, d'autres auront été passionnés. Moi je fais plutôt partie des passionnés parce que je connais bien le deuxième âge, je trouve vraiment très très intéressant avec toute la lignée des Numénor, et puis c'est le deuxième âge qui voit naître des très grands héros dont on parle dans le Seigneur des Anneaux comme Elendil, Isildur, Gil-galad, enfin vous voyez des gens très 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 connus qu'on espère voir du coup dans cette série. Donc en point fort, je note, pour ma part, j'ai trouvé ça assez fidèle avec l'œuvre de Tolkien. Je m'y suis retrouvé, en tout cas, à mon niveau. Donc peut-être que les puristes ont vu des choses, mais moi, en tout cas, pour moi, c'était cohérent avec ce que j'avais lu. C'est magnifique. Les musiques, encore une fois, sont somptueuses et les décors le sont. L'histoire, je la trouve passionnante. Donc ça, c'est mon point de vue. En point à améliorer, c'est le défaut de ces qualités, hein, c'est que c'est très dense, donc il faut installer tout ça. C'est assez difficile à installer, ça peut prendre du temps, donc j'ai peur que certaines personnes puissent s'ennuyer. C'est pour ça que je dis bien de regarder plutôt les deux premiers épisodes en même temps. Mais sinon, pour moi, écoutez, je pense que mon enthousiasme, ça se ressent, hein, j'ai trouvé ça exceptionnel, j'attendais cette série avec impatience, et l'espoir de voir le deuxième âge porté dans 5 saisons, franchement, avec tout ce que ça comporte, la promesse en tout cas, la promesse fait très très envie. Sauron est emblématique. La promesse est belle, oui. Bah ouais, la promesse est belle, les anneaux uniques, l'anneau unique et les anneaux de pouvoir. La promesse est là, donc j'attends mes épisodes tous les vendredis soirs avec grande impatience. Mon cher Kier, qu'en as-tu pensé ? Moi de mon côté, alors justement je veux dire, parce que j'ai regardé les 2 premiers épisodes, sachant que tu allais en parler, j'ai regardé qu'un épisode, je me suis dit je vais attendre pour tout binge-watcher en fait, et du coup j'ai regardé quand même les 2 premiers, histoire d'avoir un ensemble. Ouais, tu as bien fait. Et moi ce que je vais faire, c'est que je vais attendre d'avoir l'intégrale de la saison pour pouvoir tous la regarder, pour 2 raisons. Déjà la première, parce qu'à la base ils avaient prévu de mettre la saison d'un coup pour que les gens puissent la binge-watcher comme un grand film en fait. Mais la concurrence au final qui n'a pas lieu d'être parce que c'est 2 univers différents et c'est même pas 2 types de fantasy équivalentes, mais avec House of the Dragon en fait ils ont décidé d'en sortir un épisode par semaine pour qu'on parle de manière aussi longue du Seigneur des Anneaux que de Game of Thrones en l'état. Moi je vais du coup attendre pour tout regarder parce que c'était la volonté initiale. Après c'est un fait, c'est magnifique, c'est beau, il y a beaucoup de choses qui m'ont plu. L'actrice qui joue Galadriel, je la trouve vraiment excellente, elle a cette froideur elfique et ce côté fort et charismatique qui moi m'a vraiment convaincu quoi. Je suis beaucoup plus mitigé sur Elrond avec sa tête de puceau là. Ce qu'on m'a raconté sur les 2 épisodes avec Elrond, surtout sur l'épisode 2 avec les nains, c'était passionnant, mais lui j'y crois pas du tout quoi. À côté de passer après Viggo Mortensen, je pense que c'est vrai que c'est difficile, et même si le personnage a 4000 ans de moins, je peux le comprendre, mais pour l'instant, j'ai l'impression que c'est une erreur de casting. Après, j'espère me tromper, mais ça, c'est mon point de vue personnel. La chose ce que tu disais tout à l'heure, que tu soulignais, qui m'a peut-être le plus dérangé, c'est que pour l'instant, au bout de ces 2 épisodes, c'est que 2 épisodes sur 8, hein, donc je suis même pas un tiers de la saison, bien entendu, mais je trouve que la série n'a pas posé ses enjeux, en fait. En fait, je vois un peu des personnages de partout, des personnages plus ou moins intéressants, donc on va retrouver les elfes, on va retrouver des nains, on va retrouver les pieds velus, les ancêtres des hobbits, c'est esthétiquement, j'y suis. En plus, j'aime beaucoup, c'est le fait qu'on voit la carte de la Terre du Milieu avant chaque transition de personnage, ce qui nous permet nous de nous imaginer en fait la topographie de la Terre du Milieu, et ça c'est super intéressant. Par contre, la série n'a pas posé ses enjeux au bout de 2 épisodes en fait. J'ai un peu l'impression de regarder une encyclopédie ou un documentaire sur la Terre du Milieu. Je veux pas dire que je me suis ennuyé parce que c'est pas le cas en fait, mais dans cette période où beaucoup de gens veulent du fun instantané, c'est-à-dire s'ils n'ont pas un truc qui pète au bout de 20 minutes ou qu'on leur ait pas tenu la main jusqu'au bout, je pense que la série peut être exigeante
pour certains profils de spectateurs. Donc c'est pour ça que je conseillerais peut-être de la regarder d'une traite, en fait. Ouais, t'as raison. C'est une série qui prend vraiment son temps parce qu'elle a beaucoup de choses à dire. Donc en même temps, tu vois, en donner trop d'informations, ça pourrait être trop dense, mais elle s'étale en fait. C'est vraiment une série qui s'étale. Et l'enjeu, tu as raison, qui est peut-être pas palpable au début, monte en puissance déjà à l'épisode 3. Enfin, ça monte, on voit que c'est en crescendo, mais c'est une série où tu as raison. Elle est exigeante. En fait, à l'heure où c'est vrai que les gens n'arrivent pas à décrocher, les gens, une certaine partie des personnes n'arrivent pas à décrocher de leur téléphone plus de 10 minutes. Donc oui, ça peut paraître exigeant. Mais par contre, là où je trouve quand même que c'est une série qui porte ses ambitions, c'est qu'elle prend le temps. Tu vois, elle a le mérite de prendre le temps. Peut-être un peu trop pour certains, peut-être pas assez pour d'autres. Tu vois, ça c'est un curseur qui est assez personnel. Mais au moins elle prend le temps de dresser son univers, parce qu'on sait que quoi qu'il arrive, on aura du épique, on aura de l'enjeu. Le deuxième âge, c'est quelque chose qui est très épique, qui se vit et qui sera passionnant. Mais elle prend le temps de la contemplation. En même temps, je pense pour exposer un peu leur plan qui a dû leur coûter des millions d'euros. C'est clair. Mais elle prend le temps. Et en ça, c'est une qualité pour certains. Pour moi, ça l'est. Ce sera un défaut pour d'autres. Mais en tout cas, c'est une série qui assume ce parti pris, un peu à la Peter Jackson, parce que lui aussi n'hésite pas sur ses versions longues à prendre le temps de raconter des choses, à prendre le temps, tu vois, d'être dans la contemplation, etc. Donc en ça, tu vois, c'est pas très éloigné de ce qu'a fait Peter Jackson. Mais il faudra bien, tu as raison, à un moment, dans cette saison, montrer du combat. Enfin, faudra que ça envoie pour que le maximum de public soit contenté, parce que ça reste ça finalement l'enjeu, hein, c'est que tout le monde y trouve son compte quand même. Mais on a besoin en tout cas de ce côté épique qu'on doit retrouver. Et le début de cette saison n'est pas là pour ça, elle est plus là pour poser le rythme et poser le cadre et expliquer les choses, ce que je trouve elle fait plutôt bien. Mais après, tu l'as très bien dit, c'est un curseur un peu personnel où chacun va s'y retrouver ou non. Mais pour moi, en tout cas, voilà, j'attends tous les épisodes avec impatience. Et tu as dit aussi quelque chose que je voulais relever, qui est très juste. Moi, ça m'ennuie toujours un peu cette comparaison avec House of Dragon. C'est de l'heroic fantasy qui est différente. C'est de la dark fantasy pour la House of Dragon. Là, c'est plutôt de la fantasy pure et dure avec le côté épique, etc. Enfin, c'est vraiment... on a l'impression que c'est encore... après la guerre des consoles, c'est la guerre des séries. Non, on peut regarder les deux, on peut aimer les deux, et sans forcément les comparer toujours, quoi. Et c'est comme comparer, je sais pas moi, Berserk à Willow, quoi. Enfin, il y a vraiment, enfin, ça n'a rien à voir en fait. Quand on regarde du Game of Thrones, même s'il y a plus de dragons dans House of the Dragon, la magie reste quand même très 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 secondaire. Les races, ça va être des races humaines et point, quoi. Quand on regarde Le Seigneur des Anneaux, c'est totalement autre chose en fait. Tolkien a su vraiment créer un univers très vaste avec beaucoup de races différentes où la magie est prépondérante. Il y a aussi une part de religion. Enfin, c'est vraiment, c'est pas comparable. C'est comme si on comparait du Star Wars et du Star Trek. Au final, c'est pas parce qu'il y a des vaisseaux spatiaux qui font piou-piou dans l'espace que c'est forcément le même style de film. Il y en a un, c'est de la science-fiction, et l'autre justement, c'est de la fantasy en fait. C'est de la fantasy. Pour le coup, voilà, c'est pour ça, et cette comparaison est un non-sens, et je pense que certaines personnes comparent volontairement pour faire du buzz en fait. Et c'est dommage parce que ça dessert les séries. Quand on regarde Le Seigneur des Anneaux sur Rotten Tomatoes, ils se sont pris une shitstorm sans précédent. Je pense que pour beaucoup de gens, c'est des gens qui trollent. Et au final, c'est parce qu'ils comparent des choses qui n'ont pas lieu d'être comparées. Après, on peut préférer telle ou telle série, ça dépend des sensibilités. Oui, bien sûr. Mais en l'état, c'est pas le même univers, et surtout, ça raconte pas du tout les mêmes choses en fait. Hein. C'est vraiment le jour et la nuit. Ouais, je suis d'accord. Et pour en revenir au Seigneur des Anneaux, j'ai beaucoup aimé les musiques de la série, les musiques d'ambiance, elles sont excellentes. Par contre, le générique d'Howard Shore, donc c'est lui qui a fait le thème, même toutes les musiques de la trilogie de Peter Jackson, le fameux tin-tin, tin-ta-da-din, ta-da-da, enfin, c'est entraînant. Et là, quand je l'écoute, j'ai l'impression, en fait, de tomber un peu sur une version Wish des musiques du Seigneur des Anneaux, en fait. Ce qui est dommage, ça m'a fait penser un petit peu à Rogue One, je sais pas si tu vois. Ouais. Rogue One, en fait, sans les musiques de John Williams, dès qu'il y avait le générique, j'avais l'impression de voir un mec qui joue à la flûte et ça m'a fait plus sourire qu'autre chose. Et c'est vrai qu'il n'y a pas ce côté marquant. Bon, ça va peut-être venir avec le temps, mais il n'y a pas ce côté marquant qu'avaient les OST des films. Après, forcément, la série souffre de comparaison, mais au-delà de ça, oui, ça reste assez impressionnant. C'est clair.
Bon bah écoutez, n'hésitez pas à nous donner en tout cas votre avis sur la série, et surtout regardez Soleil Vert aussi, hein, mais bon, donnez-nous aussi votre avis sur les Anneaux de Pouvoir. Et je pense, mon cher Kira, qu'on peut conclure là-dessus, hein. Est-ce que tu veux dire quelque chose à nos auditeurs rapidement avant qu'on leur dise ciao? Merci encore pour vos retours et pour le suivi que vous nous faites assez régulièrement. C'est vraiment sympa. C'est vrai que là, c'est que la 3e émission, mais on a pas mal d'idées pour la suite, et vos retours sont vraiment pertinents. Comme je le disais la dernière fois, on s'améliore au fur et à mesure pour faire quelque chose de carré et surtout, alors, à la fois carré, à la fois détente aussi, hein, parce que notre but c'est pas de faire du YouTube game de fou, quoi que ce soit, c'est de parler vraiment en toute amitié, on va dire. Exactement. Et surtout en toute simplicité. On veut faire quelque chose de différent des vidéos ou même des podcasts jeux vidéo où c'est très très solennel en fait. Et c'est aussi pour ça qu'on s'est lancé là-dedans, parce qu'on voulait faire quelque chose de vraiment à nous en fait, et ne pas retranscrire ce qu'on n'aimait pas vraiment dans les autres en fait. Donc et ça, vous le ressentez parce que vous nous le remontez en fait. Et ça, au final, c'est le plus beau compliment qu'on m'a fait en fait. C'est bah écoutez, nous on aime bien parce qu'on a vraiment l'impression d'être à une table avec des potes en fait. Et ça, c'est pour moi le plus beau compliment qu'on m'a fait sur le podcast. Ouais, t'as raison. Donc merci à vous. Eh ben écoute, voilà, sur ces sages paroles, je vais rien rajouter. Tu as tout dit. Un grand merci à tous. Et puis, bah écoutez, on se dit à très vite. À très vite.